on peut peut-être commencer? Ouais, pas de Ouais. souci. Donc du coup, O bonjour et bienvenue, au sein de ce webinaire. Il est animé par Marie Poineau-Bougeret, qui est Digital Marketing Manager au sein de la société Henkel. Donc, la thématique de ce webinaire, c'est l'utilisation et l'évaluation des effets des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Bah, alors, enchantée, du coup, Marie Poineau-Bougeret, je travaille chez Henkel depuis presque 1 an. Je suis responsable digitale de la branche, cosmétique chez Henkel. Avant, je faisais du marketing digital, au magazine Le Point et juste avant cette expérience au Point, j'étais en agence de publicité. Voilà, juste pour vous donner un petit peu de perspective. Du coup, aujourd'hui, je suis ravie d'animer ce webinaire sur, les réseaux sociaux. Et je vais vous présenter déjà donc le sommaire. Cette présentation va être divisée en 4 parties, enfin 3 grosses parties et des questions-réponses. D'abord, une présentation, donc une présentation des différents réseaux sociaux et leur utilisation. Ensuite, une partie plus, publicité, sur les réseaux sociaux et analyse et une petite partie, un peu bonus sur, comment créer un site web, facilement, gratuitement, quels sont les sites qui sont à dispo actuellement et vos questions-réponses, sachant que pour que ce soit, voilà, un peu plus dynamique, je pense qu'après chaque grosse partie, si vous avez des questions, on pourra échanger, ce sera voilà, si vous avez les questions, bien fraîches dans vos têtes, ce sera peut-être plus sympa comme ça. Du coup, la première partie, il y aura une première partie sur d'abord la présentation où je vais vous donner une overview sur les différents réseaux sociaux existants et un petit focus sur leurs utilisateurs. Et là, j'ai fait le choix de faire un vrai focus sur les 2 réseaux sociaux phares que sont Facebook et Instagram, mais évidemment, je vous présente, ceux qui existent, les autres existants et l'utilisation des réseaux sociaux, donc comment, de façon un peu plus pratique, comment, créer un compte, quelles sont les différentes typologies de contenu et les fréquences de publication. Je me suis attardée aussi, vous verrez, hein, c'est un choix sur, finalement les réseaux sociaux qui sont peut-être un peu moins connus pour vous, plus créatifs, qui ciblent, des plus jeunes. Je me suis pas forcément attardée sur, par exemple, un LinkedIn qui est très B2B, très professionnel et un Twitter qui va être vraiment le réseau social de l'instantanéité où c'est pas forcément, le lieu pour, promouvoir vos produits. Donc c'est un choix, mais on pourrait évidemment en discuter. Si vous avez des questions plus spécifiques sur cela, évidemment, je pourrais y répondre. Je me rends compte, je vais éteindre ma vidéo, ce sera plus pratique et parce que ça prend pas mal de bandes passantes sur Zoom, donc j'éteins ma vidéo, mais je suis toujours là. Hop. Alors, tout d'abord, ah, petit problème, j'arrive pas à passer ma slide. Alors, ouais. Un petit topo sur, les réseaux sociaux dans le monde. C'est intéressant que vous ayez quand même une vision globale, sur les, du coup presque 8 milliards d'habitants. Les mobinautes, donc les personnes qui, utilisent internet sur leur mobile sont plus nombreux que les internautes. C'est important d'avoir, cette vision qu'aujourd'hui le mobile prend une place de plus en plus importante et finalement c'est, voilà quasiment ils sont quasiment 4 milliards finalement à se connecter aux médias sociaux depuis un mobile. Les top réseaux sociaux dans le monde, Facebook, YouTube, WhatsApp, sachant que voilà, sur les top 3, il y en a déjà 2 qui appartiennent à Facebook. Et vous le verrez, donc là, je vous ai mis une petite slide sur le temps passé quotidiennement avec ces médias sociaux. Aujourd'hui, voilà, c'est presque 2 heures passées quotidiennement sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une stat qui est hyper importante à prendre en compte. Et vous verrez que voilà pourquoi il est important aussi d'y être. C'est que le temps passé sur ces réseaux sociaux ne cesse d'augmenter. Là, c'est une stat de janvier 2020 mais aujourd'hui, hein, c'est une statistique qui est en croissance évidemment. Aujourd'hui, on est plutôt vers les 2 heures de temps passé. Du coup, on commence par, donc je vais vous présenter les différents réseaux sociaux et on va commencer par Facebook, qui est le réseau social évidemment le plus populaire, qui a été créé en 2006. C'est le réseau social le plus utilisé dans le monde, avec 2,80 milliards d'utilisateurs chaque mois. Et en France,
on comptabilise 38 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Vous verrez dans les slides à venir, on va toujours parler d'utilisateurs actifs mensuels parce qu'évidemment, il y a les personnes qui sont voilà, inscrites sur Facebook depuis longtemps mais qui ne l'utilisent pas. Donc, la stat pertinente, c'est les utilisateurs actifs mensuels. Et 65% des Français utilisent Facebook. Ça fait quand même 2 Français sur 3. Donc, voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Qu'est-ce qu'on va y faire sur Facebook quand on est une entreprise? Évidemment, on va pouvoir communiquer avec ses clients. On va partager des photos, des vidéos. On va pouvoir faire des lives, créer des événements. Mais également, pourquoi pas vendre vos produits via une boutique Facebook. Je vais vous montrer comment ça marche juste après. Vous allez pouvoir faire des publicités ciblées et ça peut également vous servir de service de plateforme de service client, pardon. Donc, vous pouvez demander tout à fait à vos clients de vous poser des questions directement sur la messagerie privée sur Facebook. Et un point important aussi, c'est que Facebook permet de travailler aussi votre référencement sur le web. Google va tenir compte vraiment des liens qu'une page d'un site web reçoit de Facebook. Du coup, forcément, quand on va chercher, par exemple, on va taper sur Google le nom de votre entreprise et que vous avez une page Facebook, celle-ci peut faire partie des premiers résultats sur Google et donc forcément vous donner beaucoup plus de visibilité. Sur Facebook, qui est sur Facebook? Ça, je vous ai fait un petit focus sur les utilisateurs. Au niveau du ratio homme-femme, il est quasiment voilà, moitié-moitié. 51% des utilisateurs français sont des femmes, 49% d'hommes. Presque 50% des visiteurs quotidiens de Facebook se situent dans la tranche d'âge 25-49 ans. Donc ça, c'est des stats d'octobre 2019. Et au sein de la tranche d'âge des 25-34, il y a 64% qui sont des visiteurs quotidiens de Facebook. Bien sûr, plus on monte en âge, plus la part des utilisateurs de Facebook est élevée. Donc ici, vous avez la présence quotidienne sur les différentes messageries par tranche d'âge. Donc au quotidien, effectivement, c'est la tranche d'âge 24-35 ans qui est la plus présente sur Facebook. De façon un petit peu plus concrète, comment créer finalement votre page professionnelle sur Facebook? Donc, pour créer votre page professionnelle Facebook, il faut déjà un compte Facebook perso. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, la première étape va être de remplir, de créer un compte, donc de remplir votre nom de famille, votre date de naissance, créer un mot de passe. Et ensuite, une fois que votre compte Facebook est créé, vous pouvez, via le petit menu déroulant qui est juste ici, créer une page. Là, ça va être, donc on va évidemment vous demander de créer une page et de sélectionner finalement la catégorie qui correspond le plus à votre activité. Donc, ça peut être voilà, un lieu, commerce local, entreprise, organisme ou institution, marque ou produit, artiste, divertissement, cause ou communauté. Donc, il y a plein de choix. Donc, évidemment, vous sélectionnez la catégorie qui correspond le plus à votre activité. Et ensuite, vous allez paramétrer votre page en suivant les différentes étapes indiquées par Facebook. On va vous demander d'ajouter une photo de couverture, une courte description. Et là, ça va être hyper important de bien renseigner ces champs-là. Et ensuite, vous avez juste à publier, commencer à publier et ajouter du contenu. Justement, en parlant de contenu, qu'est-ce qu'on peut publier sur Facebook? Sur Facebook, vous pouvez publier de la photo, des carousels. Alors, le carrousel, c'est ce que j'ai mis ici. En fait, c'est un ensemble de plusieurs photos, les unes après les autres. Vous pouvez en ajouter 10 maximum. Et ça vous permet, parce que chaque photo est cliquable, donc ça vous permet de rediriger aussi chaque photo vers votre site Internet. Et également de raconter, c'est pas mal si vous voulez raconter une petite histoire sur différents produits ou sur une gamme. C'est un format qui est assez intéressant et qui est très, très engageant. Vous pouvez également publier des vidéos, qui est le format qui marche le mieux sur Facebook, et les stories qui sont arrivées il n'y a pas si longtemps que ça sur Facebook, mais qui sont de la même manière que Snapchat ou Instagram, visibles seulement 24 heures. Et vous pouvez également créer une boutique Facebook pour vendre directement vos produits depuis Facebook. Je vais y venir juste après. Donc, c'est ce que vous voyez ici. En fait, là, c'est l'exemple de NafNaf avec leurs produits qui sont ajoutés directement à leur boutique sur leur page marque. Et c'est également possible de faire des lives, donc des Facebook Live en direct. La fameuse boutique Facebook. La fameuse boutique Facebook, donc c'est pour créer votre boutique Facebook, quand vous êtes sur votre page marque,
vous avez un onglet qui s'appelle boutique. Donc, vous avez juste à voilà, cliquer sur créer une boutique. Et là, donc, il y a cette petite pop-in qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir ajouter vos produits, en fait, créer votre catalogue produit. On va vous demander d'ajouter évidemment un visuel, le nom du produit, d'ajouter votre prix, une petite description et ensuite d'enregistrer. Vous allez vous créer comme ça un petit catalogue de produits qui est évidemment personnalisable. Vous pouvez créer des catégories. Voilà, si vous voulez une catégorie démaquillant, hydratant, soit anti-âge, j'en sais rien. Vous pouvez créer tout à fait des catégories à l'intérieur de cette boutique et évidemment, l'objectif, c'est vous permettre de générer des ventes facilement, créer du trafic sur votre site et le gros point positif, c'est que c'est un outil 100% gratuit. Sur Facebook, je vous ai mis une petite slide sur la fréquence de publication, même si moi personnellement, je suis pas forcément, il faut pas forcément s'attacher, aux horaires qui sont marqués ici parce que, pour savoir en fait quand publier, ça va être beaucoup de tests à faire en amont, en fait, pour savoir quand finalement votre communauté va être réactive. Il faut faire des tests, hein. Ce que je vous suggère, c'est évidemment de tester. Une fois, vous allez publier le lundi, vous allez voir si ça réagit. Une autre fois le mardi, pareil pour le jeudi, tous les autres jours et tester les heures, mais également, enfin les jours, mais également les heures. Bon, bien sûr, Facebook, c'est un des réseaux sociaux qui on le voit, hein, qui est consulté beaucoup dans la journée sur le temps de travail, contrairement à d'autres réseaux sociaux. Bon voilà, le mieux quand vous commencez, moi je vous invite à tester les différents créneaux et en fonction de vos produits, en fonction de votre communauté, ces horaires et ces jours vont varier. En revanche, on sait à peu près que sur Facebook, ce qui fonctionne le mieux, c'est les publications le week-end. Samedi, dimanche, c'est des très bons jours pour communiquer. Privilégier le format vidéo, courte, évidemment courte de plus en plus, on le dit, mais sur les réseaux sociaux, bah, voilà, c'est les internautes zappent énormément. Ça va très, très vite dans le feed, hein, vous scrollez en fait et ça va très, très vite. Du coup, on privilégie évidemment un format très court. J'ai mis 15 secondes, et des textes courts aussi. De toute façon, voilà, le but c'est que votre info soit donnée très vite, heu et on voit que les publications qui contiennent moins de 50 caractères, c'est celles qui récoltent le plus d'engagement, le plus de réactions, le plus de commentaires. Et n'hésitez pas à proposer des posts qui posent aussi des questions. On voit que sur Facebook particulièrement, si vous posez une question à votre communauté, ce sont aussi les posts qui sont les plus engageants. Voilà pour Facebook. Ensuite, je vais vous parler d'Instagram qui fait aussi partie des réseaux sociaux phares, hein, que ce soit à titre personnel ou dans le cadre d'une activité professionnelle. Instagram, c'est vraiment une plateforme qui permet de créer du contenu divers et varié, d'exprimer sa créativité, de valoriser son image de marque et évidemment de développer facilement une communauté. Instagram, en 2020, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels. Et en France, on comptabilise 21 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur Facebook, c'est 38 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Sur Instagram, on est à 21 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Là, je vous ai mis des petites captures d'écran pour vous montrer un peu l'interface. Donc là, c'est votre page marque où vous avez voilà, votre logo, vos nombres d'abonnés, une petite biographie, des stories à la une, mais juste après, je vous expliquerai comment ça fonctionne concrètement. Ça a été lancé en 2010, ça a été racheté par Facebook en 2012. Et sur Instagram, il y a un petit peu plus de femmes que d'hommes en France. 54% des utilisateurs français d'Instagram sont des femmes pour 46% d'hommes. La proportion la plus forte, la tranche d'âge sur Instagram en France, c'est 20-24 ans, avec 52% des visiteurs quotidiens. Je vous ai également mis les chiffres pour les autres tranches d'âge et je vous invite, si ça vous intéresse, sur une tranche d'âge en particulier par rapport à votre cible, d'aller voir sur le site Digimind où vraiment pour le coup, par tranche d'âge, vous aurez les différentes, voilà, les proportions par tranche d'âge et par réseau social. Sur Instagram, comment créer un compte? Pareil, hein, un peu pareil que sur Facebook, vous allez soit si vous avez un iPhone sur l'App Store, soit Google Play si vous avez un Android, pour télécharger l'application. Ensuite, on va vous demander de vous présenter. Donc, vous allez ajouter votre adresse mail et une petite description.
Ouais, tout ça évidemment, hein, je le répète, tout ça c'est évidemment gratuit, hein. C'est pour se créer un compte professionnel, c'est évidemment gratuit. Et ensuite, donc voilà, je vous ai listé les différentes étapes et ensuite vous allez pouvoir publier et suivre d'autres utilisateurs. C'est vrai que, on le dit pas souvent, mais quand vous commencez sur Instagram, c'est bien, c'est une bonne pratique que de suivre, voilà, des hashtags pertinents. Vous pouvez suivre des hashtags et commencer à suivre des comptes similaires. En fait, le fait de vous intéresser aux autres fera, naturellement que les autres vont s'intéresser aussi à vous. Donc c'est quand même une bonne pratique dès le début d'aller suivre des comptes qui vous intéressent et ça vous permet également aussi de suivre vos concurrents et d'effectuer de la veille. Comment ça marche concrètement? Instagram, là je vous ai mis les captures d'écran de l'interface. Donc à gauche, c'est votre profil finalement, votre profil soit perso, soit de marque, hein, où vous allez ajouter une photo de profil, votre nom, une petite description. On dit souvent qu'on appelle ça la biographie et le lien que vous allez ajouter ici, vous pouvez ajouter qu'un seul lien ici. Euh, Souvent, link in bio, c'est un terme que vous allez souvent entendre. Donc, ça veut dire lien dans la bio. Et c'est ce petit lien qui est ici, qui est cliquable dans la biographie. Donc, là, vous avez votre nombre de publications, le nombre d'abonnés et vous, les comptes que vous suivez. Ensuite, un petit menu déroulant pour accéder aux archives, parce que toutes les stories, par exemple, que vous allez publier vont être archivées, vos statistiques, votre activité, les posts que vous enregistrez, les demandes d'amis. Donc, tout se passe dans ce petit menu déroulant. Sur la gauche ici, avec la petite croix, mais également en cliquant sur votre photo de profil, sur le plus bleu ici, là, vous allez pouvoir créer une publication, ajouter une story, ajouter une IGTV, un Reels. J'y viendrai un petit peu plus tard sur les formats. Ici, vous pouvez modifier votre profil, accéder aux statistiques. Sur la petite tête ici, c'est les publications sur lesquelles vous êtes identifié par les autres, qui sont visibles que par vous. Et sur donc sur ce deuxième écran, là donc vous pouvez voir, voilà, votre photo quand vous publiez une photo et dessous en fait, le nombre de j'aime, les personnes qui ont aimé votre publication, les commentaires et ça la petite enveloppe là, la petite feuille, c'est les partages. Ici, ce sont, les enregistrements parce qu'on peut enregistrer votre post pour pourquoi pas, voilà, si vous n'avez pas le temps, vous scrollez, mais c'est par exemple une publication qui vous intéresse, vous allez l'enregistrer pour pouvoir la retrouver plus tard et la lire plus tard, par exemple. Et ici, tout en haut à droite, vous avez accès aux messages privés. Voilà, donc ça ouvre une discussion juste avec la personne qui vous a posé une question. Sur Instagram, qu'est-ce qu'on peut publier? Il existe plein de contenus sur Instagram. Vous pouvez, comme sur Facebook pardon, publier une photo, publier une vidéo, publier des stories. Donc, les stories, c'est ce que vous voyez tout en haut ici. C'est visible 24 heures. Ce sont des séquences vidéo de 15 secondes qui sont évidemment cumulables. On peut ajouter story les unes après les autres. Vous avez également la possibilité de faire des IGTV. Donc, c'est Instagram TV, qui durent entre 15 secondes et 10 minutes pour un compte classique et jusqu'à 1 heure pour un compte certifié. Les comptes certifiés, je ne sais pas si vous savez, c'est les comptes avec la petite pastille, le petit badge bleu d'Instagram qui certifie un compte pour, voilà, c'est une sorte d'authentification. Si votre compte voilà, publie régulièrement, si c'est un compte sérieux, à partir d'un certain nombre d'abonnés, vous pouvez disposer gratuitement du badge Instagram et c'est vrai que ça ajoute une certaine crédibilité d'avoir ce badge. Donc moi, je vous conseille, à partir du moment où vous avez une vidéo de plus d'1 minute, passez sous format IGTV, de toute façon. Le Reels, c'est la petite nouveauté de l'année 2020 qui concurrence TikTok. On va y venir un petit peu plus tard. C'est un outil de création de vidéos. C'est un format un format très court de vidéo de 15 secondes, très dynamique, qui vous permet en fait de faire une sorte de petit montage vidéo
très facilement, hein. Vous cuttez des différentes parties de vidéo pour n'en former qu'une. C'est un format très dynamique qui fonctionne avec de la musique. Vous pouvez voilà, faire des petites danses, challenger vos copains et surtout, Reels, c'est vraiment un format qui est très poussé en ce moment sur Instagram. Il y a carrément un onglet dédié à Reels qui a été ajouté sur la plateforme. Et donc, c'est vraiment un format qu'ils veulent pousser au maximum parce que ça cartonne et on se rend compte que quand vous passez au format Reels, tout de suite, c'est des formats qui sont très, très vus, qui sont très visibles, du coup, ça vous donne un très fort reach organique, on y viendra, hein, donc ça va vous donner énormément de visibilité gratuitement en fait. Donc, utiliser ce format plutôt qu'un autre, c'est aussi aujourd'hui une bonne pratique. Vous pouvez également sur Instagram faire des lives comme Facebook en direct avec la possibilité d'inviter quelqu'un et d'ensuite visionner ce live pendant 24 heures. Mais de toute façon, il y a plein de possibilités pour enregistrer ce live et ensuite pouvoir le mettre à dispo de vos abonnés plus tard. Également, l'option shopping, hein, c'est l'écran que j'ai mis ici. Vous avez évidemment la possibilité de vendre vos produits directement sur la plateforme. Pareil, c'est un catalogue qu'il va falloir lier à Facebook. Et ensuite, bah, si vous ajoutez effectivement la petite pastille, donc c'est un petit panier en fait sur vos produits, donc directement sur votre post, vous allez pouvoir ajouter le petit panier. Quand l'internaute va cliquer sur ce petit panier, ça ouvre une petite pop-in où on va voir la description du produit et le prix. Et ensuite, si l'internaute fait la démarche de cliquer sur cette petite description, sur ce prix, il y a une autre page qui va s'ouvrir, une landing page qui va s'ouvrir avec le produit en plus grand, une vraie description du produit. Et ensuite, donc soit c'est possible aujourd'hui de payer directement sur Instagram, soit vous allez être redirigé vers votre site marchand pour acheter le produit directement sur votre site. Une autre nouveauté sur Instagram qui date de fin 2020, c'est les guides. C'est les guides qui, en fait, finalement, c'est un format plutôt texte ou c'est des publications sous forme d'articles, tout simplement, avec des textes et des photos qui sont, voilà, dans cet article, finalement, vous allez pouvoir ajouter des photos, des vidéos qui seront cliquables, évidemment, et qui pourront rediriger vers votre profil. Du coup, tous ces contenus dont on vient de parler, finalement, où ils apparaissent sur votre application, enfin sur votre profil. Là, je vous ai mis l'exemple de Galerie Lafayette, qui finalement possède tous les formats d'Instagram et utilise tous les formats d'Instagram. Donc en 1, c'est votre feed, ce qu'on appelle votre fil d'actualité avec tous vos posts. En 2, justement, je vous en parlais, c'est l'option Reels. C'est la petite caméra qui est ici. C'est les petites vidéos courtes, dynamiques. En 3, c'est les IGTV, donc les vidéos un petit peu plus longues. 4, c'est les fameux guides, donc plutôt une sorte d'article si vous voulez. En 5, c'est l'option shopping, Instagram Shopping. Ici, vous avez des filtres. Il y a pas mal de marques qui créent également des filtres, hein. C'est beaucoup le cas pour les marques type voilà, L'Oréal qui crée des filtres pour se maquiller ou des choses comme ça. Et en 7, on l'a déjà dit, c'est les publications où votre marque, où vous êtes identifié par votre communauté ou vos amis. Sur Instagram, pareil, au niveau de la fréquence de publication, là, Instagram, c'est plutôt un réseau social qui est consulté justement en dehors des heures de travail, plutôt, voilà, justement, sur la pause déjeuner ou après le travail. Ça, c'est des heures qui fonctionnent très bien. Le mercredi, c'est un très bon jour pour Instagram, mais encore une fois, ne pas forcément se fier voilà, à cette infographie. C'est à titre informatif pour vous aider au début, mais la bonne pratique, ça va vraiment être de tester. Parce qu'en fonction de vos produits, en fonction de votre communauté, elle ne va pas réagir de la même manière. Donc vraiment faire des tests sur plusieurs jours à différents horaires et vous allez pouvoir adapter et du coup ensuite avoir votre propre fréquence de publication et vos meilleures heures. Et ensuite, voilà, vous allez pouvoir finalement vous baser sur ces bonnes pratiques qui seront les vôtres.
3 à 4 posts par semaine, c'est ce que j'ai mis au début. C'est peut-être, si vous commencez, 3, c'est suffisant. En revanche, c'est bien de publier tous les jours en story, hein. Les stories, c'est finalement sur Instagram, on le voit, c'est ce qui est le plus visible finalement. C'est un comportement qu'on voit de plus en plus. Les stories sont davantage vues que les posts. Donc, c'est bien de publier tous les jours en story et de surtout diversifier au maximum les types de contenus utilisés. C'est vraiment pour Instagram, c'est le truc à avoir en tête, diversifier au maximum les types de contenus parce que, en fait, le nouvel algorithme d'Instagram favorise énormément les personnes, les comptes, les marques qui vont varier leur contenu. C'est mieux, par exemple, de publier des posts, des stories, des reels, des IGTV, plutôt que toujours que des posts. Ça, c'est hyper important à avoir en tête. Diversifier au maximum vos contenus. Bon, sur Instagram, plus que sur les autres réseaux sociaux, bien sûr, avoir des visuels très qualitatifs et être créatif, utiliser ce que j'appelle les fonctionnalités natives d'Instagram, c'est-à-dire propres à Instagram, notamment les stickers en story. Donc, les stickers en story, donc quand vous faites votre story, vous faites votre contenu, vous parlez en face caméra, vous allez pouvoir ajouter juste ici, on ne voit pas, je vais mettre un petit laser, juste ici, des stickers, ce qu'on appelle des stickers. Donc, vous allez pouvoir ajouter par exemple votre position, où vous êtes. Vous allez pouvoir ajouter un hashtag, des gifs, poser des questions à votre communauté, faire un sondage, lancer un compte à rebours, par exemple. Donc, il y a plein de possibilités finalement pour interagir avec votre communauté. C'est pour ça qu'on dit souvent que Instagram, c'est un peu le réseau social le plus, pour créer de la proximité, c'est ce qu'il y a de mieux parce que justement, vous allez pouvoir poser des questions à votre communauté, faire des sondages, justement, leur demander leur avis finalement sur tel ou tel sujet grâce à ces petits stickers. Donc, je vous encourage évidemment à tester tout ça parce que ça fait partie des bonnes pratiques. Ensuite, Pinterest. Pinterest, qu'est-ce que c'est? C'est pas forcément un réseau social. Moi, je dirais que plus que social media, hein, souvent on parle de social media, Pinterest, c'est plutôt un personal media parce que justement, c'est très personnel. On ne va pas partager ces photos perso, mais on va plutôt, moi j'aime bien dire qu'on va se créer son petit musée perso. C'est un endroit vraiment sur Pinterest où on va chercher de l'inspiration plus que sur tous les autres réseaux sociaux. Finalement, hein, l'idée, c'est vraiment dans le nom Pinterest, vous allez épingler vos intérêts. Le but, c'est de découvrir, d'enregistrer et de du coup piner des différentes idées à travers un large éventail d'intérêts que sont par exemple la food, la beauté, la déco, la mode. Et on voit qu'en France, donc c'est 17 millions d'utilisateurs actifs par mois en France et c'est un chiffre qui est exponentiel. Et les top catégories en France, donc finalement les catégories avec lesquelles les Français interagissent le plus, c'est en top 1 la déco, la maison, ensuite la mode, la beauté et la food. Et là, je vous ai mis finalement là, les 10 millions, par exemple, pour la déco et la maison. C'est le public cible. C'est les personnes qui vont aller faire des recherches sur cette catégorie, qui consomment cette catégorie et qui vont engager avec le contenu. Donc, quand je dis ici engager avec le contenu, sur Pinterest, ça va par exemple être le fait de sauvegarder justement cette épingle. Parce qu'ici, voilà, on parle d'épingle sur Pinterest. Donc là, je vous ai mis un petit mapping avec finalement voilà, les ordonnées. Vous avez en haut finalement le côté personnel et en bas le côté social. Et ici en abscisse, vous avez le côté recherche et le côté plutôt découverte. Et Pinterest, ça situe vraiment entre voilà, ce côté personnel et ce côté découverte, là où finalement sur les autres réseaux sociaux, on sera clairement sur du social pur et de la découverte. Et sur évidemment, bah, là, Google, hein, c'est complètement de la recherche personnelle. Donc, ça se situe sur la gauche, en haut à gauche. Hop.
Donc, Pinterest, comment ça marche? Le but, je vous l'ai dit, ça va être d'épingler des intérêts et de se créer des tableaux. C'est pour ça que je dis qu'on va se créer un peu son petit musée perso. Vous allez vous créer des tableaux en fonction de ce qui vous intéresse. Donc, si j'aime par exemple la mode, je vais me créer un petit tableau fashion. Si j'aime voilà, la nourriture, je peux me créer un petit tableau recette. Pareil, voilà, pour les mariages, ça peut être pas mal d'aller chercher de l'inspiration sur de la déco pour la table, des idées de coiffure. Voilà, donc vous pouvez vous créer des tableaux sur tout ce que vous voulez. Les épingles, donc finalement, ces images, elles peuvent être statiques ou animées ou vidéo. Il existe, hein, comme pour tous les autres réseaux sociaux, des formats publicitaires où les marques vont se positionner en fonction de leurs objectifs. Une des bonnes pratiques aussi, je ne vais pas forcément m'attarder sur Pinterest, mais une des bonnes pratiques, si vous êtes amené à faire de la publicité sur Pinterest ou juste voilà, d'avoir un compte marque et d'ajouter du contenu, ça va être très important dans la description de ces épingles, d'utiliser des mots-clés. Ça va être vraiment la façon dont vous allez décrire votre épingle, elle va être très importante parce qu'après, finalement, l'utilisateur, quand il va aller dans la barre de recherche et qu'il va chercher voilà, des idées, vous allez remonter si vous ajoutez justement ces mots-clés sur vos épingles. Très important aussi, Pinterest met à disposition ce qu'ils appellent le Pinterest Predict. C'est accessible directement sur le site de Pinterest Business, où en fait, c'est un document où ils vont anticiper les tendances à venir. C'est un rapport, en fait, où ils vont prédire les tendances futures sur l'ensemble des catégories. Donc, c'est hyper important en tant que marque d'aller voir un peu ces tendances sur Pinterest. Qu'est-ce que les gens tapent finalement dans la barre de recherche? Qu'est-ce que les gens recherchent? Quelles sont les grandes tendances à venir? Et du coup, se positionner, pourquoi pas, sur ces mots-clés qui sont tapés par les utilisateurs. Je l'ai dit juste avant, donc c'est 17 millions d'utilisateurs actifs par mois avec 65% de femmes, 35% d'hommes. Et là, du coup, sur la répartition par tranche d'âge, c'est un peu plus homogène que les autres. Snapchat maintenant. Alors Snapchat, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est le réseau social qui est très tendance auprès des jeunes. C'est un réseau social qui est très très créatif. Très créatif. Donc Pinterest, je l'ai dit juste avant, c'est très inspirationnel. Facebook, c'est très populaire. Instagram, c'est très visuel. Snapchat, c'est très créatif. C'est vraiment le mot. Ça a été lancé en 2011 et il y a 16 millions d'utilisateurs actifs quotidiens en France, avec en tête en temps passé, bien important, c'est la tranche d'âge 11-24 ans. Là, je vous ai mis effectivement des petits graphiques sur la tranche d'âge 15-24 et également les moins de 15 ans, où pour le coup, les moins de 15 ans, bah là, c'est le réseau social phare. Et du coup, sur cette catégorie-là, des 11-24, c'est le réseau social qui est le plus visité quotidiennement. Hop. Snapchat, comment ça marche? Snapchat, là, je vous ai mis, hop, je vais mettre un petit pointeur. Ici, c'est l'interface Snapchat. Donc, quand vous créez un compte, vous allez avoir accès à cette interface qui dispose de nombreuses fonctionnalités différentes des autres réseaux sociaux. Sur la gauche, vous allez retrouver ce qu'on appelle la Snap Map. La Snap Map, ça permet de géolocaliser vos amis sur Snapchat dans le monde entier. Donc, vous allez ajouter finalement vos amis et vous pouvez voir sur la Snap Map où ils sont. Vous avez un chat, donc c'est complètement possible, comme pour tous les autres réseaux sociaux, d'aller justement discuter en message privé avec vos copains, vos amis. La différence par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est que une fois que vous avez lu un message, celui-ci est supprimé par défaut. En revanche, les discussions de groupe, elles sont visibles pendant 24 heures. Mais sinon, sur Snapchat, c'est vraiment éphémère. Dès que vous lisez le message, ça s'efface. Ensuite, vous avez une partie évidemment pour créer votre contenu, vos petites vidéos, faire passer votre message. Et c'est sur cette partie-là que vous allez également pouvoir ajouter les filtres. Les filtres, c'est hyper important sur Snapchat. On parle aussi de lens ou de géofilter qui sont souvent en réalité augmentée. Enfin, pas que, mais la grosse force de Snapchat, c'est justement l'utilisation de cette réalité augmentée. J'y viendrai juste après. Vous pouvez du coup ajouter votre contenu qui va s'ajouter en story.
aussi. C'est pareil, finalement, les stories sont arrivées en premier sur Snapchat et ensuite, ça a été copié par Instagram, puis après sur tous les autres, parce que vous pouvez voir, aujourd'hui, il y a des stories aussi sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter. Et vous avez également un onglet qui s'appelle Discover ici, qui est essentiellement utilisé par les médias, les influenceurs et les marques. Voilà, c'est vraiment un contenu plutôt média où vous allez pouvoir voir des petites vidéos très dynamiques ou justement des stories qui sont très, très créatives. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de médias pour toucher les jeunes qui se positionnent sur cet onglet Discovery. Euh, Hop. Là, je vous ai mis des petits exemples de ce que Snapchat est capable de faire en réalité augmentée. En 2020, Snapchat, ils ont vraiment annoncé de nouveaux partenariats pour permettre justement à ces utilisateurs d'identifier, par exemple, des plantes, des races de chiens, mais aussi d'évaluer des produits alimentaires. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Snapchat s'est associé notamment avec Yuka, pour finalement donner la possibilité à ces utilisateurs de scanner directement les produits à l'intérieur de Snapchat. Donc aujourd'hui, c'est live. Si aujourd'hui vous téléchargez Snapchat, vous vous mettez en mode scanner. Il y a un outil qui s'appelle Scanner juste à gauche ici. Vous pouvez scanner les produits alimentaires. Ils l'ont également mis en place avec Vivino, qui est une application de vin, où vous pouvez scanner vos bouteilles et voilà, avoir directement la note du vin, son prix, etc. Donc, ils sont en train de développer beaucoup ces partenariats. Donc, je vous l'ai dit, donc là, c'est le cas pour Yuka, mais c'est également le cas pour Dog Scanner, où vous pouvez identifier voilà, la race de chien parmi 400 races canines. Vous pouvez faire la même chose pour les plantes et identifier 90% des plantes et des arbres connus avec Plant Snap, ça s'appelle. Bref, ils mettent en place énormément de partenariats à ce niveau-là. Et là où ils vont miser aussi, donc là, vous pouvez voir le type de filtre, ce qu'on est capable de faire avec la réalité augmentée. Et ici aussi, vous êtes en immersion totale finalement avec votre environnement. C'est ce dernier visuel que j'ai mis ici, c'est Voice Scan, ça s'appelle. C'est un assistant vocal pour vous aider à choisir vos filtres. Donc Snapchat, comme beaucoup d'autres réseaux sociaux, il croit beaucoup forcément dans le vocal. Et du coup, ça va vous permettre finalement de chercher en disant, voilà, et Snapchat fait en sorte que j'ai les cheveux roses. Donc, plutôt que d'aller un peu à la mano, aller chercher votre filtre, vous allez pouvoir directement, via la commande vocale, aller choisir votre filtre. Hop, je passe. Ensuite, TikTok, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, surtout pendant le confinement, parce que ça a pris, voilà, ce TikTok, ça a pris des proportions dingues, surtout pendant le confinement. Ils ont gagné énormément d'abonnés. C'est le réseau social de vidéos courtes par excellence et c'est un réseau social de challenge aussi. C'est là où on va challenger ses copains sur justement un challenge lancé par des marques ou des influenceurs ou des voilà. Et là, on va vraiment se challenger sur une musique un peu dynamique et on va faire voilà une petite battle entre copains. Et ça fonctionne aussi via des vidéos courtes, un peu comme Reels. Finalement, le Reels dont je vous ai parlé sur Instagram, c'est le même principe que TikTok. Ça a été copié sur TikTok. TikTok s'est lancé en 2016 et aujourd'hui, en France, c'est 13 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Et c'est l'application sur laquelle on passe le plus de temps. On passe en moyenne un peu plus d'1 heure par jour parce que finalement, si vous avez déjà fait le test, c'est vraiment un réseau social assez addictif pour ça, où finalement vous passez de vidéo en vidéo, de challenge en challenge et en fait, ouais, c'est un petit peu addictif. La part des utilisateurs, voilà, donc il y a 57% de femmes, 43% d'hommes. Je l'ai dit, le confinement a fortement accru l'utilisation de la plateforme. C'est une plateforme qui est surtout utilisée par les jeunes. 78% des visiteurs quotidiens de TikTok se situent dans la tranche d'âge 11-24 ans. Évidemment, un petit peu moins sur la catégorie 50 ans et plus, où ils sont que 3%. TikTok, du coup, comment ça marche? Ici, hop, je vais mettre. Je ne sais pas si
vous avez le son. Moi, j'ai le son, mais je vous ai lancé une petite Non, on vidéo. n'a pas le son. Ah ouais. Pour le coup, je pense qu'il faut que... Hmm. Tac, j'essaie de vous mettre le son. Ah, il y a une personne qui dit qu'elle a le son, donc c'est peut-être moi alors qui... Bon, de toute façon, même si vous n'avez pas le son ici, ça vous permet un petit peu de voir ce qui est possible de faire avec TikTok. Donc, c'est des petites vidéos où vous pouvez rajouter des effets, faire une sorte de montage vidéo, hein. Finalement, vous devenez des monteurs un peu professionnels. C'est très facile sur TikTok de justement faire des petits cuts de vidéos, d'en mettre les unes après les autres. Euh, voilà, vous créez vous-même des vidéos courtes de 15 secondes à 1 minute. Et évidemment, sur TikTok, ce qui va être très important, c'est la musique, la danse, hein, c'est primordial sur ce réseau social. Et justement, il y a de nombreuses marques qui se positionnent aujourd'hui sur TikTok pour créer ce qu'on appelle le hashtag challenge, euh, qui vont un peu justement challenger vos utilisateurs sur, voilà, vous allez demander finalement à des influenceurs de reproduire, de faire une action. Et le but, c'est que ce challenge soit fait par le plus de personnes possible. Concernant l'interface de TikTok, ici sur la gauche, c'est la home page. Donc, quand vous ouvrez l'application, vous arrivez sur cette interface-là. Vous avez également une page Discover qui va vous donner accès justement au hashtag challenge du moment. Souvent, voilà, donc les premiers, hein, ceux qui sont aussi payés par les marques sont positionnés en premier, et vous allez pouvoir voir voilà, les influenceurs et même les personnes comme vous et moi qui vont faire le challenge vont apparaître ici dans les vidéos qu'on appelle UGC, User Generated Content, c'est les utilisateurs qui vont faire leur propre contenu. Ensuite, vous avez une partie très importante sur TikTok, la partie créative, c'est l'ajout d'effets, des petites vidéos, des filtres, des effets un peu rigolos. Une partie notification, vous allez voir, voilà, recevoir une notification quand on va aimer votre vidéo, la partager, la commenter. Et là, vous avez votre profil de marque où vous avez votre nombre d'abonnés et votre feed, en fait, tout ce que vous allez publier. Hop. Est-ce que d'ici là, c'est un peu dense, j'ai conscience que c'est peut-être un peu dense. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette partie un peu réseaux sociaux, comment ça marche? Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires? N'hésitez pas. Bon. Peut-être que c'est un bon moment, je pense, avant Ouais, du d'attaquer coup, la partie pub. on a quand même pas mal de petites questions, si tu Ouais, veux bien y répondre. ouais. Donc, première question, est-ce qu'il faut un minimum d'abonnés à la page pour créer la boutique Facebook? Non, Ok. non. Justement, c'est voilà, quand vous avez bon, moi je vous invite à peut-être pas le faire tout de suite, tout de suite. Je vous invite à avoir déjà voilà publié déjà quelques contenus. Faites en sorte de récolter voilà quelques abonnés quand même, et ensuite vous allez pouvoir ajouter votre catalogue produit. Peut-être pas de le faire en première étape, mais effectivement voilà, si vous avez un objectif voilà de vente, forcément c'est un outil qui va être très intéressant, la boutique Facebook. Tout à fait. Ok. Deuxième question, quelle différence dans les faits entre Facebook et Instagram? Quelle différence dans les faits? Alors, ouais, alors Facebook, déjà, l'audience aussi n'est pas la même. Ça va être hyper intéressant. C'est pour ça que je vous ai mis autant de chiffres sur les utilisateurs. J'ai pas forcément, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais en fonction de votre cible, ça va être hyper intéressant que vous allez d'aller voir justement les utilisateurs en fonction des différents réseaux sociaux. En fait, Instagram, le gros point fort d'Instagram pour moi, c'est cette proximité. C'est que justement, il y a énormément de fonctionnalités natives qui vous permettent d'interagir avec votre communauté. Donc, pour créer plus de liens, plus de proximité, Instagram va être plus fort. Ensuite, Facebook, c'est pour ça qu'il ne faut pas, surtout pas se fermer de Facebook. Et moi, je vous invite vraiment pas à oublier Facebook. C'est que vous l'avez vu, hein, c'est le réseau social qui est le plus utilisé dans le monde. C'est là où il y a encore
énorme, enfin, les personnes sont sur Facebook en fait. Donc c'est dommage de tirer un trait sur cette cible et sur ces personnes qui sont sur Facebook. Finalement, voilà, votre communauté, elle est sur Facebook. Donc pour moi, c'est assez complémentaire. Instagram et Facebook, je vous invite à être sur les deux en même temps et d'être peut-être un peu plus créatif sur Instagram avec des visuels peut-être de meilleure qualité. Voilà, je ne sais pas si ça répond complètement à votre question. Mais pour moi, c'est complémentaire et pour moi, il faut être sur les deux. Enfin, ça dépend toujours de ce que vous voulez vendre, hein, mais pour moi, c'est complémentaire. Ok, merci. On a une vingtaine de questions, donc c'était pour te dire, comment publie-t-on en mode shopping sur Instagram? Comment pardon, j'ai pas entendu. Comment publie-t-on en mode shopping sur Instagram? Alors, en fait, le shopping, c'est le mode shopping sur Instagram, ça va être lié à un catalogue de produits. Donc, en fait, d'abord, vous allez créer votre catalogue sur Facebook et ensuite, vous allez le lier, ce compte Facebook, à votre compte Instagram. Hein, finalement, les deux vont être liés. Et en fait, si vous voulez, le mode shopping sur Instagram va appeler le catalogue Facebook. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, c'est pas, vous publiez pas vraiment du shopping. En fait, c'est une fonctionnalité que vous rajoutez sur vos visuels. Vous publiez vos visuels, hein, un post classique. Donc, imaginons je vends un sac à main. Je publie ma photo de sac à main et vu que je veux donner tout de suite le prix et la description à mon internaute, je vais rajouter ce petit sticker, ce petit panier sur ma photo, tout simplement. Voilà, donc c'est une fonctionnalité qu'on ajoute en plus sur votre visuel si vous voulez. Ok, merci beaucoup. Comment créer une boutique sur Instagram? Pareil, du coup, je pense que c'est à peu près la même question. D'accord. Dans un premier, effectivement, pareil, il faut d'abord, pour créer la boutique sur Instagram, il faut d'abord créer un catalogue sur Facebook et ensuite linker les deux. Après, je vous invite sur Internet, si vous tapez justement comment linker mon catalogue produit Facebook à Instagram, vous avez toutes les étapes qui sont bien listées. Vous pouvez facilement accéder à cette information. En tout cas, c'est assez simple. C'est assez simple à faire. Ok. Quel est le coût de la publicité sur Facebook et Instagram? On a pas mal Alors, de j'y questions. viens. C'est ma deuxième partie. C'est Ok, ma deuxième partie. Tout à fait. ok. Donc, du coup, là, il y a une question sur comment mettre en commun ces publications Instagram et Facebook. Mettre en commun. Ouais. Je ne suis pas sûre de comprendre comment mettre en commun. Euh, En fait, bah là, si vous parlez de la boutique, justement, pour linker finalement ce catalogue produit Facebook et Instagram, pareil, hein, je pense que vous avez toutes les informations là sur Internet pour lier les deux. C'est assez simple à faire. Vous avez juste voilà, finalement à rajouter le nom de votre compte Instagram. Vous avez quelques petites données à rajouter et le link se fait tout de suite entre les deux, très rapidement. Ça prend vraiment 5 minutes, même pas 2 minutes. C'est assez facile. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais Alors, si c'est pas clair, que la personne n'hésite pas à reposer sa question. ça marche. Est-ce que sur Facebook, est-ce qu'on est obligé de passer par sa page perso pour Oui, accéder à sa page pro? exactement. Ok. Oui, oui, tout à fait. Il faut d'abord se créer un compte perso et ensuite vous allez vous créer une page pro. Tout à fait. Ok. Alors, ensuite, comment agrandir sa communauté sur Facebook ou Instagram? Bah alors Communauté. ça, c'est effectivement, hein, il y a pas mal déjà, le premier, il y a pas de recette miracle. Ça va être hyper important déjà de travailler sur du contenu qualitatif. Ça, c'est hyper important. Que vous pensez, que vous réfléchissiez en amont. Déjà, moi, je dis souvent ça, mais à un calendrier éditorial, en fait. De réfléchir déjà à une ligne éditoriale. Qu'est-ce que vous voulez raconter finalement sur vos produits? Ça, c'est vous posez la question numéro un, ça va être ça. Qu'est-ce qu'on va raconter? Qu'est-ce qu'on va dire? Et du coup, de se poser sur un calendrier éditorial. Donc, vraiment d'imaginer un peu au mois, poste par poste, qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je vais publier à quel moment. De varier les formats. Hein, j'ai fait quelques focus sur les différents formats sur les différents réseaux sociaux. Hyper important de varier les formats, surtout sur Instagram. Et ensuite, bon, bah, bien sûr, il y a plein de fonctionnalités qui vont vous aider à gagner en abonnés et plein de tactiques. Hein. Ça va être évidemment
passer par la publicité sponsorisée. Je vais y venir. Ça peut vous aider à gagner en abonnés. Pourquoi pas instaurer la boutique, justement, mais également mettre en place des jeux concours, par exemple, tout simplement, essayer de régulièrement faire gagner voilà, des produits, si vous en avez la possibilité. Ça, c'est également une bonne pratique, sans trop en abuser, évidemment, hein, parce que si vous faites des jeux concours toutes les semaines, ça ne va pas être pertinent. Mais moi, je vous invite vraiment à travailler en amont votre contenu pour proposer à vos internautes un contenu qualitatif et surtout leur donner des informations. Il faut que ce soit un contenu informatif avant tout. Ça fait partie des bonnes pratiques. Top, merci beaucoup. Quelle est la différence entre Instagram TV et les réels sur Instagram? Alors, IGTV, effectivement, ça permet de, comment dire, de donner plus d'informations. Si vous voulez, IGTV, c'est l'équivalent d'une vidéo longue, hein, finalement, sur Instagram, tout simplement. Et vous allez pouvoir prendre plus de temps pour discuter avec vos abonnés et leur donner une vraie information. Quand vous avez, par exemple, une sortie de produit, c'est bien, pourquoi pas, de faire une IGTV pour vraiment raconter, montrer, prendre le temps de montrer votre produit, d'expliquer ses bénéfices, voilà, de montrer le packaging, prendre le temps. Et dans l'IGTV, vous avez également la possibilité d'ajouter aussi une description tout en haut où vous allez pouvoir lister finalement tout ce que vous avez montré dans cette IGTV. Vous allez pouvoir rajouter justement dans cette description des liens qui vont également pouvoir vous rediriger vers votre page. Donc sur IGTV, c'est plus informatif, j'ai envie de dire. Reels, c'est un petit peu plus fun. C'est un peu plus fun. C'est plus, vous pouvez, hein, tout à fait donner aussi une information, hein, et promouvoir un produit sur Reels, mais voilà, c'est moins informatif pour moi, plus dynamique. En revanche, c'est pas mal pour vous donner de la visibilité parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est une fonctionnalité qui est très, très poussée en ce moment sur Instagram. Donc finalement, vous allez y arriver un petit peu aussi sans le vouloir sur cette fonctionnalité Reels et passer d'une vidéo à l'autre. Ça vous donne beaucoup de visibilité en fait. Voilà, c'est un algorithme. L'algorithme Instagram pousse le Reels. Donc, je vous invite à tester quand même ce petit format. Tester. OK. Et il y a une personne qui demande si est-ce que c'est possible, si on crée un groupe, pour, tisser un réseau, de créer une boutique à partir de ce groupe, du coup, sur Facebook? Pour la boutique Facebook, il va falloir créer une page marque. Donc non, OK. il faut que ce soit une page marque, ouais. Est-ce que vous avez des recommandations de personnes qui font des tutos ou des formations gratuites pour approfondir, l'utilisation des réseaux sociaux? Euh, Alors, j'ai pas ça en tête. J'ai pas ça en tête. Après, je vous invite vraiment à regarder, notamment sur YouTube. Il y a plein de tutos. Si vous tapez comment faire un Reels ou comment faire un TikTok, comment se lancer, c'est vrai qu'il y a il y a pas mal de vidéos qui sont à dispo, qui peuvent vraiment vous expliquer un peu pas à pas comment ça marche, à quel moment il faut ajouter un filtre, comment cutter, comment rajouter un petit effet. Ouais, ça, c'est accessible, je pense, sur YouTube. OK. Hem, Je vais peut-être passer à l'étape d'après parce que je vois le temps, sauf s'il y a 2-3 questions supplémentaires. Peut-être passer à la heu, prochaine partie, parce qu'il me reste encore pas mal de choses à pas voir pas de avec vous. souci, pas de problème. Ouais? OK, et s'il y a d'autres questions d'ici là, bien sûr, on y répondra à la fin. Alors, hop, du coup, la partie, publicité sur les réseaux sociaux, ça va être, voilà, une grosse partie où je vais vous montrer comment créer une campagne, quels sont les différents formats publicitaires et quels sont les KPI finalement, qu'on va analyser à la fin. Heu, Ici, je vous ai mis quand même une petite slide, c'est intéressant, c'est important d'avoir ça en tête. Quelle est la différence entre le reach organique et le paid media? C'est important de faire la différence. En fait, le reach organique, vous allez en entendre beaucoup parler, c'est l'équivalent voilà, du post organique. C'est finalement la part de l'audience atteinte par un post publié sans avoir recours à la pub, finalement. Donc, l'organique, tout ce qui est organique, il faut que vous ayez en tête que c'est finalement gratuit. C'est le post que vous publiez justement dans le cadre de votre calendrier éditorial. Vous avez plusieurs contenus par semaine gratuits que vous ne poussez pas en médias. C'est des posts organiques qui vous donnent du coup un reach organique. Et il faut faire la différence, donc l'organique et le paid media. Donc là, c'est tout ce qui va être médiatisé, sponsorisé.
Le paid media, ça désigne les expositions publicitaires qui vont être donc achetées par la marque. Ici, vous avez donc du coup Mercedes qui fait un post voilà, classique. Et ici, à partir du moment où il y a la notion de sponsorisé, c'est un post qui est acheté. C'est de la pub. Voilà. Pourquoi ça va être important d'utiliser aussi, de faire du paid, c'est déjà que on touche, et surtout voilà, sur Facebook aujourd'hui, on touche très peu de personnes en organique. Les estimations de visibilité par plateforme pour un post organique sont assez faibles. Pour Facebook, c'est aux alentours de 2%, Twitter autour de 3%, ça peut aller jusqu'à 20% sur Instagram, mais finalement le reach organique, donc la visibilité que vous allez avoir gratuitement est assez faible. Et il y a de plus en plus de contenu qui est créé par les marques. Du coup, voilà, on touche assez peu de personnes en organique. La possibilité que vous avez avec le paid, c'est également de cibler des audiences avec précision. Donc, vous allez pouvoir toucher vraiment votre cible et pas forcément les personnes qui vous suivent sur votre page, mais qui finalement n'achèteront jamais vos produits. Donc, vous pouvez cibler faire un ciblage socio-démo, par genre, par âge, par intérêt, géolocalisation, ou vous pouvez évidemment créer une audience tout à fait personnalisée, c'est possible. Et bien sûr, ça vous permet de gagner en flexibilité. Finalement, grâce à ces campagnes payantes, déjà, vous maîtrisez votre budget parce que vous pouvez à tout moment augmenter, diminuer le budget, arrêter la campagne. Et du coup, en fonction des stats que vous allez recueillir, ça va vous permettre d'adapter finalement vos campagnes, d'atteindre vos objectifs plus facilement, de modifier les contenus. Voilà, donc c'est hyper important d'avoir ces différents points en tête, à quel point quand même la partie paid est importante aujourd'hui. Du coup, comment créer une campagne sur Facebook et Instagram, parce que c'est le même outil, Facebook, Instagram, c'est pareil, c'est la même plateforme. En fait, tout ça, ça va passer par le gestionnaire de publicité. Finalement, la plateforme qui va vous permettre de faire partir votre pub, ça s'appelle le gestionnaire de publicité. Je vous ai remis le lien juste après pour que vous puissiez y accéder plus tard. C'est vraiment votre point de départ pour diffuser vos publicités. C'est vraiment un outil qui est tout en un. Et ça peut paraître complexe, la vue comme ça, là, quand vous voyez cette capture d'écran, mais c'est vraiment un outil qui a été pensé pour aussi bien les experts que les novices. C'est vraiment assez simple, finalement, de créer une publicité aujourd'hui, même si on n'en a jamais fait avant. Facebook vous propose vraiment des étapes pas à pas. Et moi, je vous l'explique juste après. Du coup, les différentes campagnes, comment créer finalement une campagne et quelles sont les différentes étapes? La première étape pour créer une campagne publicitaire, ça va être tout d'abord, et ça c'est hyper important, c'est clé, ça va être de choisir votre objectif. Parce que vous ne pouvez pas à la fois, vous pouvez pas faire une campagne et vous dire, alors je veux toucher plein de personnes, mais je veux aussi vendre et je veux aussi que mes gens connaissent bien mon produit. Ça, c'est pas possible. Il va falloir se focaliser sur un seul objectif. Donc, les objectifs les plus connus sont les 3 suivants. La notoriété, je veux faire connaître ma marque. La considération, je veux que finalement mes consommateurs connaissent un petit peu mieux tel produit. Ou la conversion, par exemple. La conversion, ça va être, je veux générer tant de ventes. Et évidemment, ça va être primordial de réfléchir à quel est mon objectif publicitaire sur cette campagne-là. Hop. Ensuite, la deuxième étape, après avoir sélectionné votre objectif, ça va être de sélectionner votre audience. Donc là, vous allez pouvoir toucher, je veux cibler plutôt des femmes, je veux cibler des femmes qui ont plus de 45 ans en France. Donc là, vous allez remplir les différents champs. Voilà, donc je suis en France, je veux toucher tel âge, tel sexe, telle langue. Donc ça, c'est votre audience. Ensuite, la troisième étape, ça va être où diffuser votre campagne finalement. Donc le placement. De façon assez automatique, Facebook vous recommande donc le premier, le placement automatique, c'est-à-dire il va l'optimiser en fait, il va optimiser votre campagne en fonction du meilleur placement par rapport aussi à votre contenu. Mais vous pouvez tout à fait le modifier, cliquer sur la deuxième option, modifier le placement et choisir vous-même le placement. Donc le placement, c'est quoi? C'est finalement où votre publicité va apparaître sur ce réseau social. Donc, sur Facebook, ça va être, je veux par exemple que ma publicité soit positionnée uniquement dans mon fil d'actualité.
ou je veux que ma pub s'affiche sur la colonne de droite, ou je veux que ma pub soit visible seulement en story. C'est ça les placements, où votre publicité va apparaître. Ensuite, étape importante, votre budget. Vous allez saisir soit votre budget quotidien, c'est-à-dire, voilà, je ne veux pas mettre plus de 10 € par jour, ou votre budget global sur la campagne. Sur toute ma campagne, 2 semaines, j'en sais rien, je ne veux pas mettre plus de temps. Donc, vous pouvez choisir soit votre budget quotidien, soit votre budget sur la durée de la campagne. Au moins, vous êtes sûr voilà, de ce que vous allez vraiment dépenser. Et ensuite, c'est un système d'enchères hein, sur Facebook. Du coup, ensuite, prochaine étape après avoir saisi votre budget, vous allez saisir le format. Vous allez faire un choix parmi une multitude de formats. J'y viendrai juste après. Les différents formats que vous pouvez pousser. Donc, ça peut être de la vidéo ou juste voilà, de l'image, un carrousel. Voilà, vous allez sélectionner votre format. Et ensuite, vous allez passer commande. Et ensuite, cette commande est intégrée aux enchères publicitaires de Facebook qui vont finalement, eux, diffuser votre campagne aux bonnes personnes. Après chaque campagne, évidemment, ça va être hyper intéressant de analyser finalement vos performances pour pouvoir, lors d'une seconde campagne, adapter, voir si ce contenu a bien marché, si voilà, votre vidéo elle a été vue ou finalement voilà, votre vidéo était trop longue et elle a été vue que 5 secondes. Voilà, ça va être hyper important d'analyser derrière. Et dans ce justement gestionnaire de publicité, vous avez également toutes les stats qui apparaissent en fin de campagne. Hop. Quels sont les différents formats publicitaires qui existent? Pareil, là, j'ai refait un gros focus sur Facebook et Instagram, et je vous ai mis dans la présentation aussi un lien qui va pouvoir vous aider, en fait, surtout pour tout ce qui est recommandations de conception et exigences techniques. Je vous ai rajouté le lien pour que vous puissiez aller voir. Alors, vous pouvez sponsoriser une image. Donc là, évidemment, je vous en ai parlé juste avant, ça, c'est que des exemples sur le fil d'actualité, le placement fil d'actualité. Donc vraiment dans votre feed, quand vous êtes sur Facebook ou Instagram et que vous scrollez, c'est ça le feed. Donc, c'est possible de sponsoriser une image. Donc, à chaque fois que c'est de la pub, hein, il y a bien la notion sponsorisée qui s'affiche sous le nom de votre marque. Vous pouvez donc sponsoriser une image, vous pouvez sponsoriser une vidéo, un carrousel, ou ce qui s'appelle le format collection. C'est finalement c'est un format qui est assez pertinent quand vous avez un objectif finalement de vente, où en fait vous avez un visuel ou une vidéo qui apparaît en premier et dessous un peu directement votre catalogue produit. Et dès que vous allez cliquer sur un des produits, vous arrivez sur ce qui s'appelle une instant expérience, une landing page un peu à part, où là, pour le coup, c'est comme une autre page qui est inclue dans la publicité, où vous allez pouvoir scroller et pouvoir visualiser directement le catalogue produit. Et ensuite, à partir du moment où vous cliquez sur le produit, vous êtes redirigé vers votre site web. Voilà, donc ça c'est pas mal, c'est assez immersif en fait. Hein, et si vous avez vraiment un objectif de vente, c'est un format qui est assez intéressant. Et c'est un format qui s'ouvre en plein écran. Du coup, ça offre une expérience vraiment immersive à l'internaute. Là, je vous ai mis dessous parce que c'est quand même intéressant de l'avoir en tête, des petites recommandations de conception et les exigences techniques. Parce que bien sûr, dès que vous publiez une photo, une vidéo, il faut que ça rentre dans les bons formats de Facebook, dans les bonnes résolutions. Et évidemment, il faut que votre fichier il y a une taille maximale autorisée. Donc, c'est hyper important d'avoir ces tailles maximales en tête. Voilà, pour ne pas dépasser. Et là, je vous ai remis, parce que forcément, nous, on parle beaucoup en proportion. On parle en, voilà, je veux un 16/9, je veux un 9/16. Je vous ai remis un peu à quoi ça correspondait. Voilà, pour les stories, le plus simple, le format carré. Voilà, je vous ai remis un petit peu à quoi correspondaient les différentes proportions. Ensuite, donc je l'ai dit, au début, vous choisissez un objectif. Et en fait, votre campagne, elle va être pilotée. En fonction de cet objectif, on va piloter et optimiser la campagne selon un KPI. KPI, c'est Key Performance Indicator, ça correspond à l'indice clé de performance en fait. Et du coup, en fonction de
cet objectif. Donc, si je veux, par exemple, faire de la notoriété ou de l'awareness, donc l'awareness, nous, souvent, on utilise ce mot pour dire qu'on veut faire de la visibilité avant tout. On va regarder surtout le nombre de contacts. On va pouvoir jouer, donc optimiser au nombre de contacts touchés, à la répétition ou au CPM. Si je veux faire de la considération ou de l'engagement, on va plutôt optimiser la campagne selon un KPI, donc selon soit au coût par clic, soit au coût par engagement, soit au coût par vue, si c'est de la vidéo. Et si je veux faire par exemple de la conversion, c'est plutôt dans une logique e-commerce, mais on va faire on va optimiser au coût au lead, donc finalement au coût au clic quand vous achetez votre produit. Je vous ai remis à droite un peu finalement les acronymes. CPM, l'optimisation au CPM, vous allez très souvent en entendre parler, c'est pour ça que je voulais marquer sur cette slide. Le CPM, c'est le coût pour 1000 impressions. Donc ça, ça va surtout être valable quand on fait une campagne de notoriété, où on va l'optimiser au coût pour 1000 impressions. Quand vous faites finalement, le but pour vous, c'est de toucher un maximum de personnes, ça va être plus pertinent d'optimiser au CPM au coût par clic finalement. Bon, du coup, et quand vous faites de l'engagement, ça va être plus pertinent d'optimiser au coût par clic, par exemple, ou au coût par vue, en fonction de votre format. Donc CPC pour coût par clic et CPE pour coût pour engagement. Mais les principaux, voilà, ceux qu'on voit, nous, au quotidien, c'est surtout le CPM et le coût par clic. Pardon. Hop. Mais en fonction, de toute façon, Facebook, là, ça peut paraître un petit peu complexe, mais Facebook, au moment où vous rentrez votre objectif, va vous dire de toute façon sur quel KPI il pense optimiser la campagne. Voilà. Ici, je vous ai remis une petite slide qui a été faite par notre agence média qui, du coup, là, vous indique un peu les avantages et les contraintes de sponsoriser sur ce fameux fil d'actualité, sur ce fameux placement-là. Les avantages et les contraintes. Et là où c'est assez intéressant, c'est les benchmarks, en fait. En fonction des différents réseaux sociaux, donc là, Facebook, Instagram, mais il y a aussi Pinterest, Twitter, LinkedIn, vous avez finalement les benches, les prix de vos CPM, ou de vos CPC et de vos CPV. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ça en tête, que le coût moyen, le bench pour un CPM, pour 1000 est autour de 2-3 euros sur Facebook, que le coût au clic, il est un petit peu moindre. Et pareil pour le coût à la vue. Ça peut être quand même assez intéressant d'avoir en tête ces tarifs-là et les différents benches. Ensuite, ça je l'ai déjà un peu dit et je me répète, mais il faut forcément adapter votre format en fonction de vos objectifs. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir ici. Je vous ai fait une capture d'écran d'une des campagnes sponsorisées de Longchamp, où en fonction finalement de leurs objectifs, là ils avaient un premier objectif de awareness, ils vont pousser plutôt tel ou tel contenu et optimiser du coup en fonction d'un KPI. Donc là, ils voulaient faire de l'awareness, ils ont fait de la vidéo et du coup avec un call to action qui redirige finalement vers leur site internet, en savoir plus. Parce qu'à chaque fois, effectivement, au moment où vous sélectionnez votre objectif, vous allez sélectionner aussi ce qu'on appelle un call to action. C'est le petit bouton que vous voyez ici qui va permettre de rediriger. Et en fonction de votre objectif, ce call to action sera différent. Si vous faites de l'awareness, donc de la noto, le call to action sera plutôt en savoir plus. Parce que le but, c'est vraiment de faire connaître. Donc, si vous faites par exemple plutôt de la conversion, vous voulez vraiment que les personnes achètent, votre call to action, il va s'appeler acheter. Le petit bouton, il y aura marqué acheter. Et directement, vous serez redirigé vers votre site e-commerce. Donc là, c'est pour la partie awareness, mais Longchamp, ils ont voulu faire également de la conversion. Donc là, ils ont utilisé d'autres formats, le collection dont j'ai parlé, et ils ont optimisé au clic. Et ici, pour générer des inscriptions, par exemple, donc là, ils ont optimisé à l'inscription, et le call to action dont je vous parlais, c'était vous inscrire. Vous voyez un petit peu le fonctionnement. Ensuite, là, du coup, ça m'a semblé intéressant de vous indiquer les différents
indicateurs pour analyser une campagne. Qu'est-ce qu'on va regarder? Finalement, votre campagne est terminée. Vous êtes toujours dans le gestionnaire de publicité. La campagne est inactive et là, est terminée et vous allez retrouver un peu tous vos résultats et combien vous avez réellement dépensé. Du coup, qu'est-ce qu'on va regarder? Mais bien sûr, hein, il y a des indicateurs qu'on va plus ou moins regarder en fonction de votre objectif, hein. Si on a effectivement fait de l'awareness, on va beaucoup regarder le reach. Donc le reach, qu'est-ce que c'est? Vous allez surtout entendre parler de reach, mais aussi vous allez entendre parler finalement de portée. Portée, c'est le nom français, hein, ça veut dire la même chose. La portée, c'est le reach en français. Le reach, c'est le nombre de personnes uniques touchées, le nombre de personnes uniques atteintes par votre campagne. Donc, c'est un des indicateurs pour moi qui est le plus, comment dire, le plus qualitatif parce que vous avez vraiment le nombre de personnes uniques qui vont être touchées par votre campagne. On parle aussi beaucoup d'impressions. Les impressions, du coup, ce chiffre est souvent beaucoup plus grand que le reach parce que c'est le nombre de fois, cette fois-ci, où votre publication a été affichée. On va également regarder les interactions. Si par exemple vous avez un objectif d'engagement ou vous voulez un maximum de commentaires, des choses comme ça, on va aller regarder les interactions. Les interactions, ça comprend les likes, donc les j'aime, les commentaires, les partages, mais aussi parfois les clics, les swipe up quand vous êtes en story, l'enregistrement d'une publication. Tout ça, ça rentre, en fait, toutes ces petites réactions, ça rentre dans les interactions. Ensuite, il y a également le taux de clic. En anglais, on dit click to rate. Donc, comment on le calcule? Ce taux de clic, finalement, ça va être le nombre de clics sur le nombre d'impressions fois 100. Et là, ça vous donne votre taux de clic. Pour le taux d'engagement, nous, c'est vraiment une des stats qu'on regarde le plus. En anglais, on dit engagement rate. Ça va être le nombre d'interactions sur votre reach fois 100. Ça calcule votre engagement et finalement, le taux d'engagement d'une publication, c'est vraiment le pourcentage d'internautes qui vont interagir avec elle par rapport à l'ensemble des internautes qui ont vu cette publication. Et bien sûr, plus ce pourcentage est élevé, plus votre taux d'engagement est bon. Ensuite, on va regarder parfois la répétition. La répétition, ça va être le nombre de fois où votre contenu va être poussé sur une même personne. Enfin, le taux de complétion. Le taux de complétion, ça correspond à la part de personnes qui vont être exposées à votre publication et qui vont la visualiser surtout jusqu'au bout. Le taux de complétion, c'est vraiment ce nombre de personnes qui vont regarder votre publication en entier. Donc, quand on regarde par exemple pour une vidéo, ça va être hyper important d'avoir ce taux de complétion pour savoir finalement combien de personnes sont allées jusqu'au bout de votre vidéo. Parce que vous verrez que la plupart du temps, surtout si vous avez un format trop long, sur votre vidéo, personne n'ira jusqu'au bout, enfin très peu de personnes iront jusqu'au bout. Donc c'est intéressant d'avoir ce taux de complétion pour justement derrière adapter, réadapter et pousser un format plus court. Voilà. Je vous ai remis ici parce qu'on a beaucoup parlé de Facebook, Instagram, pas trop des autres. Voilà, c'est surtout une question de timing. Je n'ai pas eu le temps de m'attarder sur les autres formats, mais sur Pinterest, c'est la même logique. Vous pouvez faire de la pub sur Pinterest. Il y a des épingles statiques, des épingles dynamiques. Il y a plein de formats qui existent. Et là, je vous ai remis en fonction des objectifs les formats que je vous invite à pousser. Voilà, ça s'appelle standard pin, vidéo pin, carrousel, en fonction des objectifs, le type d'épingle que je vous invite à pousser et finalement le KPI qui va avec. Quelques tips pour finir sur cette partie publicité, quelques tips avant de réfléchir au contenu, bien sûr. Pensez à vos objectifs marketing. On en a un peu parlé, donc on en a parlé juste avant. Ça, c'est vraiment la base. D'abord, avant de réfléchir au contenu, pensez à vos objectifs. Ensuite, et on l'a dit, c'était l'objet d'une de mes premières slides, essayez de penser au maximum mobile avant de penser desktop. Desktop, c'est donc votre affichage sur ordinateur. Pensez toujours à votre contenu en version mobile avant de l'adapter en version desktop parce que vous l'avez vu, aujourd'hui, les internautes, ils sont sur mobile. Et adopter une logique test and learn. Donc vraiment, moi, je vous invite au maximum à tester les différents contenus et voir en fait ce qui fonctionne le plus sur votre communauté à vous, parce que ce sera pas, voilà, il n'y a pas de
recette miracle, il faut tester, il faut faire des A/B tests et Facebook et Instagram notamment vous donnent la possibilité de faire des A/B tests. Donc en fait, sur une même campagne, vous allez tester 2 contenus différents. Voilà, vous avez une campagne pour vendre des baskets, comme ici sur Nike. Je vais pousser au même moment à une cible A ce visuel, à une cible B ce visuel. Je vais voir sur voilà, sur le même créneau, genre, je sais pas, une semaine par exemple, celle qui fonctionne le mieux, celle qui réagit le mieux sur votre cible, et en fonction, du coup, sur la deuxième partie de la campagne, Facebook va pousser plutôt l'annonce A parce que c'est celle qui a le mieux marché. Vous voyez? Donc, vous pouvez tout à fait faire des A/B tests, ça ne coûte pas plus cher et ça vous permet ensuite de pousser, voilà, finalement, celle qui performe le mieux sur votre cible. Du coup, pour aller plus loin, moi, je vous incite beaucoup à aller consulter les sites propriétaires aussi, qui sont vraiment une mine d'or, justement, pour débuter sur ces différents réseaux sociaux et sur la publicité notamment. Je vous ai mis les bons liens. Également, je vous ai rajouté le lien pour tout ce qui est publicité format. Et si vous voulez des stats sur les réseaux sociaux, les grandes tendances, je vous ai mis les 2 sites que moi je consulte au quotidien, qui sont fiables, que sont donc BDM, le blog du modérateur, et Digimind. Et ensuite, je ne vais pas forcément m'attarder trop sur cette partie, mais je vous ai remis un glossaire pour que vous ayez vraiment les bons termes sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Voilà, c'est un petit peu un petit mémo pour que vous ayez les définitions des termes qui sont utilisés sur les différentes plateformes. Est-ce que sur cette partie un petit peu plus technique, vous avez des questions? Du coup, j'ai sélectionné des questions parce qu'on en avait encore beaucoup. J'en ai sélectionné 6. Déjà, la première question, c'est à partir de combien d'abonnés on peut avoir un compte certifié? Alors, pardon, c'est à partir de 10 000 abonnés sur Instagram. Ok. Pour Ah Instagram, non, 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 pardon. Non, j'ai dit n'importe quoi. Non, pas du tout. Non, en fait, j'avais autre chose en tête. 10 000 abonnés, c'est pour ajouter le swipe up, pardon. Pour pouvoir ajouter justement des liens en story, là, il faut avoir un minimum de 10 000 abonnés. En revanche, pour justement certifier votre compte, il n'y a pas de minimum d'abonnés. Il faut juste d'ores et déjà quand même avoir suffisamment de contenu parce que quand même Instagram va regarder voilà, si vous avez, si vous publiez pas n'importe quoi, si vous publiez régulièrement. Donc moi, je vous invite à d'abord avoir un feed assez alimenté avant de demander le petit badge bleu. Mais non, il n'y a pas de minimum, justement. Il n'y a pas de minimum d'abonnés. Ok. Instagram, quel budget minimum pour que la campagne de publicité soit pertinente? Ça, c'est la question. C'est la question. Ça dépend énormément ça dépend de plein de choses. Ça dépend de votre contenu, ça dépend du moment où vous allez faire pousser votre publicité, parce que ça, c'est quelque chose, voilà, c'est comme je l'ai dit sur Facebook, Instagram, c'est un système d'enchères. Et en fonction du moment où vous allez publier, il y a des moments dans l'année, c'est le cas par exemple des soldes ou du Black Friday ou de Noël, par exemple. C'est des créneaux qui sont très prisé par les annonceurs. Et donc, finalement, en fait, vous allez être très nombreux à vouloir faire de la pub à ces moments-là, donc sur une même cible parfois, sur une audience cible. Du coup, forcément, vos CPM, vos CPC vont être beaucoup plus chers sur ces créneaux-là. C'est des créneaux qui sont un petit peu très prisés et donc un peu bouchés, quoi. Donc, il y a des périodes, effectivement, qui sont aussi, de fait, un peu moins chères que d'autres. Ensuite, voilà, ça dépend. Ça dépend. Vous pouvez, finalement, avec Facebook, vous n'avez pas de minimum pour commencer une campagne, mais c'est vrai que voilà, pour avoir suffisamment de visibilité, je ne peux pas vous donner un tarif vraiment, parce que ça dépend de votre pocket. Initialement, il faut faire des tests, mais voilà, nous, on met souvent plusieurs milliers d'euros sur un poste pour avoir suffisamment de visibilité. Là, par exemple, juste pour vous donner une idée, un des formats qui existe pour faire du reach, donc pour gagner un maximum, toucher un maximum de personnes, faire de la visibilité, il y a un format qui existe qui s'appelle le Reach and Frequency, qui vous permet de booker justement en amont un créneau. Donc, vous bookez cette audience, enfin ce créneau à un moment donné, et vous savez déjà en amont que vous allez toucher tant de personnes.
Donc ça, c'est des formats qui coûtent un peu cher, hein. C'est des formats qui coûtent à peu près 10 000 €, donc c'est quand même un budget. Mais avec cette pocket-là, vous êtes quasi sûr de toucher voilà, entre 2 et 3 millions de personnes, quand même, en personnes uniques touchées, à peu près. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Mais ça, c'est voilà, ça, c'est un format qui est assez cher, le Reach and Frequency, mais qui est très, très, très pertinent parce que justement, ça vous permet de toucher énormément de personnes et voilà, et d'être en fait tout seul sur ce créneau à un moment donné. Voilà. Voilà, je ne peux pas vous donner, c'est trop dur de vous donner un montant. Il faut essayer. Essayer avec une petite pocket, voilà, commencer avec une centaine d'euros et il faut tester en fait. Voyez en fonction des stats et en fonction, vous augmenterez un peu plus votre budget. Mais si voilà, déjà vous vous dites, vous avez la possibilité de sponsoriser un poste par mois, c'est pas mal déjà. Ok. Est-ce que c'est possible de réaliser une localisation lors de notre campagne de publicité, par exemple, Oui. de faire cette campagne seulement sur un village ou un Oui, quartier? oui, 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 tout à fait possible, complètement. Tout à fait possible, justement, dans le ciblage au tout début. Hein, j'ai montré, il y a un ciblage qui est possible démo, enfin, socio-démo, géolocalisation. Attends, je l'ai mis là, j'ai mis tout. Ouais, par intérêt. Et au début, voilà, je veux toucher voilà, les femmes de 40 ans qui s'intéressent à la beauté, le shampoing, j'en sais rien, la coloration. Voilà, vous pouvez vraiment filtrer par genre, par âge, par intérêt, par géolocalisation. Donc, c'est tout à fait possible d'aller toucher que voilà, des Parisiens, par exemple. Complètement possible. Ouais. Est-ce que c'est possible de modifier une campagne qui est en cours de route, qui est déjà Oui, lancée, si on se rend oui. compte qu'elle n'est pas pertinente? Oui, vous pouvez réadapter. Oui, tout à fait. Vous pouvez adapter complètement. Ok. Possible. Comment comment c'est possible de toucher des professionnels dans la publicité si on veut seulement cibler vraiment les professionnels? Les professionnels de quoi? Ça, je sais pas. Vous pouvez, hein, de toute façon, il y a effectivement, vous pouvez cibler par intérêt. Donc, en fait, je pense que ça va plutôt se jouer sur les intérêts, tel que je Mm. comprends la question. Ça va être, par exemple, les professionnels qui s'intéressent, voilà, les professionnels de l'automobile ou les professionnels de. Ça va jouer sur les intérêts, là, je pense. Ouais. Ok. Mais ouais, pas forcément les professionnels du milieu. Ouais, ça me semble compliqué, ça. Ça va être des personnes qui s'intéressent, du coup, au domaine. Pas forcément, effectivement, les professionnels. Est-ce qu'on peut considérer YouTube comme un réseau social? Oui, oui, je ne l'ai pas mis ici, hein, c'est un choix, mais enfin, c'est pas un vrai réseau social. Enfin, si, en fait, ça dépend. On peut considérer comme un réseau social, tout à fait. Et YouTube va être intéressant aussi, bah, évidemment, hein, pour pousser de la vidéo. Si vous avez des vidéos plus longues, bien sûr, et que vous avez la possibilité de faire souvent de la vidéo, d'utiliser le format vidéo, bien sûr que je vous invite à créer une chaîne YouTube qui est pareil, hein, c'est totalement gratuit. Et si vous avez la possibilité voilà, justement de créer de la vidéo, bien sûr que c'est YouTube sur lequel il va falloir se pencher. Ouais. Ok, super. Et juste une dernière question Pour sur des ce... tutos, par exemple, c'est intéressant si vous avez des tutoriels à pousser, des trucs très didactiques. C'est bien d'utiliser le format vidéo et effectivement, avec YouTube, vous n'avez plus du tout ce problème de temps, quoi. Parce que pour le coup, sur YouTube, c'est illimité. Ok. Et du coup, dernière petite question, qu'est-ce qu'un compte certifié? Compte certifié, c'est le petit badge bleu. C'est un compte vérifié finalement par Facebook. Attends, je vais vous montrer, j'aimerais bien vous montrer le petit badge. Je dois avoir un exemple là. C'est un petit badge bleu qui est apposé par la marque, enfin par le réseau social. Voilà, ici, je ne sais pas si vous voyez, sur Galerie Lafayette, c'est un petit badge qui authentifie le compte. Donc en fait, authentifié, ça veut dire que voilà, Instagram a compris que Galerie Lafayette, c'était un compte sérieux, qu'ils publiaient du contenu régulièrement, qu'ils avaient un contenu qualitatif, authentique, que voilà, ce n'était pas un compte fake. Et du coup, ils offrent ce petit badge. C'est vraiment un gain de crédibilité et on le voit, nous, on le voit que ce sont les comptes aussi qui ont
qui bénéficient de ce petit badge, qui sont aussi les plus mis en avant. L'algorithme d'Instagram, beaucoup pousse aussi ces comptes certifiés parce Ok, que plus merci beaucoup. authentiques. Donc, c'est vraiment un gage de crédibilité. Si vous pouvez avoir le badge, c'est bien. Merci beaucoup. OK. Du coup, je vais passer, parce que je vois l'heure qui tourne, malheureusement, j'ai dépassé. Tac, 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 tac. Alors, sur cette dernière partie, c'est important évidemment, hein, donc voilà, d'arriver sur les réseaux sociaux, d'être présent sur les réseaux sociaux, d'exister sur les réseaux sociaux, c'est primordial. Mais avant, c'est bien aussi d'avoir un site internet. Et du coup, d'abord, je me suis posé la question, pour vous, comment choisir finalement votre site internet, hein, parce que quand vous allez sur internet aujourd'hui, il y a une offre pléthorique de création de sites. C'est très dur de s'y retrouver. Moi, je vous ai fait une sélection qui semble pour moi être les meilleurs, les plus accessibles, les plus voilà, finalement les moins chers avec le plus de fonctionnalités, hein, parce que finalement, hein, les meilleurs services de création de sites web, sont ceux qui offrent à la fois une interface facile, simple et tout en proposant forcément un large éventail d'options. Donc déjà, les 3 trucs, les 3 questions à se poser d'abord, c'est évidemment le prix, hein. Si vous êtes, une petite entreprise avec des ressources limitées, vous allez forcément faire appel à une solution qui est gratuite. En revanche, le revers, c'est que forcément, il y aura certaines contraintes qui seront importantes, comme par exemple l'impossibilité de choisir votre propre nom de domaine ou, une capacité de stockage qui va être limitée. Et en revanche, ça peut être pertinent justement, de payer, voilà, d'ajouter une dizaine d'euros qui va vous permettre de passer sur, finalement la version business et qui va vous donner plus de possibilités. Ensuite, la deuxième question, hein, bon, il y a le prix et ensuite la deuxième question à se poser, c'est évidemment la facilité d'utilisation. C'est un critère à prendre en compte et le dernier, ça va être les évolutions envisagées. Dès le début, ça va être important de se poser la question, voilà, quelles vont être les évolutions de ma marque? Il faut que j'anticipe ces évolutions. Imaginons, voilà, ça marche très bien, il faut que je puisse être en capacité, voilà, de gérer ça sur mon site web. Donc important d'anticiper ça. Hop, du coup, je vous ai listé ce qui me semble être un peu le top 5, top 4 pardon, des meilleurs sites. Bon, le premier c'est WordPress, vous en avez sûrement entendu parler, c'est le plus populaire, hein. Il y a plus de 35 de tous les sites web sur internet qui sont gérés, qui seraient potentiellement gérés sur WordPress, donc c'est voilà, c'est le plus populaire. Je vous ai listé les avantages et les inconvénients. Donc, les avantages, c'est que c'est de l'open source, donc vous avez un contrôle maximal sur votre site web, beaucoup plus que tous les autres sites, dont je vais parler juste après. C'est entièrement gratuit. La conception est assez facile. Vous avez des milliers de thèmes qui sont proposés par WordPress. C'est vrai que sur WordPress, c'est des fonctionnalités qui sont très puissantes, et que c'est assez facile d'utilisation. Également, il y a des milliers de plugins en fait que vous pouvez ajouter, sur votre WordPress pour, finalement ajouter des fonctionnalités supplémentaires comme, un formulaire, créer une boutique en ligne. Ça, c'est des plugins qui sont prévus par WordPress pour ajouter, toutes ces fonctionnalités supplémentaires. Et gros point positif, c'est que, WordPress est optimisé pour le référencement naturel. Donc vous avez un plugin qui s'appelle Yoast SEO qui permet, justement de vérifier, que vos pages sont bien SEO friendly. Donc le SEO, c'est Search Engine Optimization, c'est le référencement naturel. Heu, donc voilà, c'est finalement, votre, positionnement sur Google. C'est important, de ne pas être sur la 10e page de Google, de remonter sur la première page de Google et pour ça, voilà, c'est bien d'avoir un plugin qui vous permet justement de vous dire: «Non, ça, votre page, elle n'est pas SEO friendly, il faut rajouter un titre avec un mot-clé, pareil dans le paragraphe, il faut rajouter une image, mais pas trop lourde. Enfin bon, il y a des outils qui vous permettent de faire ça. Les inconvénients, c'est que sur WordPress, vous êtes en charge de toute la maintenance de votre site et que vous allez avoir besoin d'un serveur pour installer WordPress. Donc du coup, ça va être par exemple, acheter votre propre nom de domaine. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, hein, c'est à peu près 15 € par an et souscrire à une formule d'hébergement type OVH qui propose des formules à partir de 100 € par an.
Voilà pour WordPress. Ensuite, vous en avez un autre qui s'appelle Wix, qui est, moi j'ai mis le plus facile. Ouais, c'est vraiment très simple à utiliser. Il y a plus de 500 templates qui sont disponibles et en fait, vous avez plus qu'à, c'est un peu, voilà, vous avez plus qu'à remplacer finalement les contenus qui sont prédéfinis et remplacer par le vôtre. La personnalisation est assez simple. Vous avez un système finalement de glisser-déposer, hein, qui est également le cas sur les autres sites dont je vais vous parler, hein. C'est vraiment simple d'utilisation. Hem, En revanche, du coup, la version gratuite de Wix est assez limitée. Pour aller plus loin, je vous invite vraiment à mettre, un petit peu plus de budget, pour justement avoir la version, business et sur Wix, vous allez avoir de l'affichage de publicité. Donc si vous passez au forfait, voilà, business, vous allez plus avoir ces publicités. Vous ne pouvez pas utiliser votre propre nom de domaine sur Wix et effectivement, le stockage est assez limité. Mais voilà, pour aller plus loin, c'est un forfait, voilà, à, entre 4 et 20 €. Voilà, pour avoir vraiment, voilà, c'est à peu près 25 € le format VIP avec, toutes les fonctionnalités. Ensuite, il y a Webself. Webself, pareil, c'est vraiment un site qui est très, très facile à utiliser, un système de glisser-déposer de blocs pour construire vos pages. Et c'est des templates qui sont, voilà, tous déjà créés et qui sont mis à jour régulièrement. Donc pour le coup, vous n'aurez pas forcément le même site et la même interface que, tous les autres sites qu'on voit actuellement. Ils mettent vraiment à jour leurs templates, donc vous avez du nouveau contenu régulièrement. Et un autre avantage qui peut être important aussi pour vous, c'est que c'est une entreprise française et pareil pour le support client. Donc si justement, voilà, vous voulez avoir un support, un bug sur le site et tout, finalement vous avez en face, de vous, voilà, des Français pour vous répondre et pas forcément une plateforme gérée à l'international où vous êtes obligé de tout expliquer en anglais. Ça peut être, parfois un petit peu problématique. Les inconvénients, c'est les possibilités de personnalisation qui sont pas aussi étoffées que les autres sites web. Voilà, je sais que la version gratuite de WebSelf, ça propose 5 pages web seulement, je crois, au début. Et pour aller plus loin, évidemment, vous avez la possibilité de payer l'offre pro, pour voilà, une dizaine d'euros par mois à peu près. Et le dernier, c'est Weebly, qui est le plus moderne. Effectivement, ils ont un design très actuel. C'est une très belle solution. Enfin, moi, je trouve que c'est une des meilleures, à condition que vous n'ayez pas forcément besoin d'options trop poussées. Pareil, c'est un système de glisser-déposer, donc très facile d'utilisation. Le gros point fort, c'est que c'est entièrement hébergé. Vous ne vous occupez pas de ces détails techniques. Les templates qui sont adaptés aux mobiles avec des designs très modernes. Eux, ils ont vraiment pensé aussi la version un peu mobile avant desktop. Donc ça, c'est quand même un gros point fort. Et vous avez des fonctionnalités qui sont complètement préintégrées pour, par exemple, ajouter dès le début un formulaire de contact, une galerie de photos. Voilà. Les inconvénients, c'est un stockage limité, que vous ne pouvez pas utiliser votre propre nom de domaine et que Weebly facture des frais de transaction. Voilà, si vous avez un site marchand, voilà, où on achète vos produits, Weebly prend des frais. Pour éviter évidemment ces frais, vous pouvez, bien sûr, comme les autres, acheter la version business qui est, je crois que si vous avez une boutique en ligne, vous avez une version à peu près à 20 € ou 30 €. Voilà pour les sites. Et voilà, j'ai fini. Du coup, Merci est-ce que beaucoup. vous avez peut-être des questions sur cette partie site, création de site? Alors oui, il y en a quelques-unes. Déjà, il y a une personne qui voulait avoir un avis sur Google My Business. Google My Business, ça me dit rien là. Je l'ai pas en tête celui-là. Ok. Pour Wix, c'est entre 4 et 20 € par an. C'est par an? Non, c'est par mois. Ok, ok, ok. Il y a une personne qui dit qu'elle a déjà un site, mais Ouais. comme ils ont beaucoup augmenté leurs tarifs, elle veut changer de site. Est-ce que c'est possible de transférer sans perdre la totalité des contenus?
pas possible de transférer. Peut-être que c'est possible si vous prenez les versions business des sites que je vous ai cités là. Mais sinon, ça me semble un peu compliqué. Vous allez devoir refaire, je pense. Après, là, je vous ai présenté, hein, encore une fois, je vous ai présenté les versions gratuites et les plus simples d'utilisation si vraiment vous avez un petit budget et que vous avez besoin d'un site web. Hein. Donc, ça va être vraiment les 4 que je vous ai présentés ici qui me semblent les plus pertinents. Après, vous pouvez, si vous ne vous sentez pas de faire, voilà, de monter votre site tout seul, voilà, que c'est trop de charge de travail, que trop chronophage, tout ça. Il y a pas mal aujourd'hui, hein, c'est vrai, d'entreprises qui se sont lancées. On voit beaucoup d'entreprises se lancer là-dedans dans la création de sites web. Dans la création de sites web pas cher avec un système de forfait où j'ai un exemple en tête qui s'appelle Simple et Beau, par exemple. Donc, ça s'écrit SIMBLEBO. Et eux, en fait, ils se lancent dans la création de sites web pour 40 € par mois, sans engagement. Ils peuvent créer un site web en 5 jours. Et le gros avantage de ce genre de boîte, c'est qu'ils s'occupent de votre site et ils s'occupent également de votre référencement. Ça, c'est important à l'avoir en tête aussi. C'est que voilà, ils vont aussi bosser. La façon dont ils vont préparer vos pages et tout, ça va être SEO friendly, quoi. Ils vont aussi bosser sur le référencement. Donc, il y a des boîtes qui proposent ça aujourd'hui de plus en plus. Là, je vous ai cité Simple et Beau, mais il y en a d'autres. Voilà, vous pouvez faire appel à eux pour voilà, un forfait de à peine 40 €. Enfin, à peine, c'est déjà un montant. Mais voilà, si vous ne voulez pas le faire de votre côté, il y a des entreprises qui proposent ça à des prix corrects. Ok. Il y avait des avis aussi qui étaient demandés sur les plateformes Yonos et Scar Espace. Pareil, c'est pas forcément celle que je connais le mieux, hein, je vais être très franche avec vous. Ouais, j'ai pas trop d'avis sur ces plateformes-là pour le coup. Là, vraiment celles que je vous ai recommandées, c'est voilà, celles que j'ai eu l'occasion aussi de tester. Et les autres, je pourrais pas vous dire pour le coup. Désolée. Ok. Est-ce qu'il est possible d'éviter les frais de transaction sur Wix? Sur Wix, bah pareil, hein. Je pense que prendre la version business, donc la version payante. Mais sur Wix, je crois, du coup, il faut compter à peu près 4,50 €. Ouais, ça, c'est pour le nom de domaine. Vous avez un forfait à 12 € et un autre à, voilà, le forfait maxi sur Wix, le forfait VIP est à peine à 25 €. Et là, je pense que vous n'avez pas ces frais-là, ça, c'est sûr. Ok. C'est pour ça que je pense que si déjà, dans un premier temps, vous avez un site vitrine, voilà, ça, ces sites, ils vont vous offrir cette possibilité-là gratuitement, sans jamais passer par la version payante. Ça va vous donner de la visibilité. Et ensuite, effectivement, si vous êtes sur un site marchand, je pense qu'il faudra dans tous les cas peut-être investir dans la version un peu plus business. Mais si vous commencez et que vous avez besoin d'un site, je pense que c'est les meilleures options. Mm. Est-ce que vous avez d'autres questions? Même sur, plus globalement, pas forcément sur la partie site, mais la partie, voilà, si vous voulez que je revienne peut-être sur une fonctionnalité qui n'était pas très claire sur les réseaux sociaux ou sur la partie pub, n'hésitez pas. Il y a une personne qui dit: Que pensez-vous des campagnes sur WhatsApp? Campagne WhatsApp, bah, WhatsApp, hein, on l'a dit, c'est un des réseaux sociaux aussi les plus utilisés. Donc pourquoi pas? C'est vrai que nous, on l'a pas fait encore. Moi, je n'ai pas encore fait de campagne sur WhatsApp, mais ouais, il faut se pencher là-dessus parce que effectivement, c'est pareil, WhatsApp, c'est exponentiel. Donc, j'ai pas de stats là en tête, mais oui, ça me semble pertinent, complètement. Ok. Est-ce que c'est mal vu de payer ses followers sur Instagram? Oula. Oui, très mal vu. Et surtout que le problème de faire ça, donc moi je vous le conseille absolument pas, hein. Aujourd'hui on a plein d'outils qui nous permettent de scanner les communautés et de voir justement si vous êtes suivi par des vraies personnes ou des comptes fake.
Et ça, pour le coup, les réseaux sociaux ne sont pas dupes. Vous allez vous faire tacler si vous avez des communautés payées. Et justement, l'algorithme fera en sorte de ne pas pousser vos contenus, de ne pas pousser vos posts, vous ne serez pas visible en story. Et pareil sur Facebook. Donc, non, absolument Ne pas faire. pas, ne surtout pas faire. OK. Est-ce que, comment on fait pour faire une demande Insta pour avoir le compte certifié? Il y a une personne en particulier qu'il faut contacter Alors, ou? non, alors oui, tout se passe. Donc, vous allez sur l'application Instagram, vous allez sur votre compte marque. En haut à droite, vous avez un petit menu à 3 petites barres. Je vais mettre hop, 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 la visibilité Instagram, comme ça, vous allez pouvoir voir. Là, hop. Ici, les 3 petites barres. Donc, vous cliquez sur les 3 petites barres. Ensuite, vous allez dans Paramètres, puis Compte. Donc, vous allez Paramètres, ensuite Compte. Et quand vous scrollez, donc quand vous arrivez sur le menu Compte, il y a Informations personnelles, Enregistrer, Langue, tout ça. Et tout en bas, vous avez Demander une vérification. Demander une vérification, vous cliquez, et c'est très simple, hein, pour le coup, c'est vraiment, ça prend très très peu de temps. On va vous demander le nom de l'utilisateur, votre prénom, nom, la catégorie de votre entreprise et de joindre une photo, une pièce d'identité ou voilà, un document qui certifie que c'est bien votre boîte et vous envoyez la demande, tout simplement. Vous avez juste voilà, de mettre voilà, votre passeport, votre carte d'identité ou des documents officiels, les documents officiels de votre entreprise hein, par rapport, par exemple, une déclaration fiscale, un justificatif de domicile récent ou les statuts tout simplement. Et là, après, c'est Facebook, donc Instagram, qui va évaluer votre demande, tout simplement. Mais c'est tout simple. Vous avez juste à... Enfin, il y a pas... les étapes sont peu nombreuses, quoi. OK, Donc, merci beaucoup. paramètres, voilà, dans paramètres, compte et demander une vérification. Voilà. OK. Comment gérer à distance le compte Instagram ou Facebook pour un client? Bah déjà, comment gérer à distance? Bah déjà, je pense que vous leur avez déjà demandé les accès. Il faut que vous ayez accès à leur compte. Donc, ils vont vous donner leurs identifiants pour que vous ayez la main dessus. Et ensuite, c'est pas nécessaire. Enfin, moi, je vous invite vraiment, et ça va vous faire gagner un temps dingue, d'utiliser des outils de programmation. Hein. Bien sûr, quand vous serez bien rodé, que vous avez mis en place votre calendrier éditorial, que vous faites développer vos contenus. Derrière, je vous invite vraiment à programmer vos posts parce qu'au moins, voilà, vous savez que vous allez publier régulièrement, c'est très important. Et donc, il y a plein d'outils qui vous permettent il y en a qui sont même gratuits, qui vous permettent de programmer des posts. Donc, ça peut être, enfin voilà, nous, je sais qu'on utilise Sprinkler, mais il y a plein d'autres outils qui vous permettent de faire ça, Brandwatch, Hootsuite, enfin, il y en a plein. Je pourrais vous redonner hein, la liste si ça vous intéresse, mais c'est des outils qui vous permettent de programmer. Donc, en fait, voilà, sur une semaine, même sur un mois, vous pouvez programmer tout votre post du mois. Et au moins, c'est voilà, c'est fait. Ça, c'est possible avec Facebook aussi? Ouais, OK. Facebook, c'est tous les réseaux sociaux. En complément d'Insta et Facebook, quelle serait la valeur ajoutée de LinkedIn? Bah, LinkedIn, c'est ce que j'ai dit au début, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Bah, LinkedIn, c'est très B2B et pour moi, c'est pas forcément la meilleure plateforme pour promouvoir vos produits. C'est plus une plateforme où justement vous allez parler de l'actualité de votre marque. Effectivement, quand vous sortez un produit, c'est intéressant pourquoi pas de le pousser sur LinkedIn, mais c'est pas là que vous allez en faire la promotion. Plus rebondir en fait sur l'actualité, donner des informations plutôt voilà RH quand vous avez un nouveau collaborateur. Voilà. Pour moi, c'est plus c'est professionnel. Si vous avez vraiment des produits, c'est pas forcément la plateforme la plus adaptée selon moi. Voilà. OK. Est-ce que vous Mais avez ouais. est-ce que vous avez un support un peu qui présente, l'utilisation de LinkedIn également? Ouais, je pourrais, bah, si vous voulez, je peux vous rajouter une slide. Effectivement, je l'avais au début en plus, cette slide, mais je l'ai supprimée parce que à cause du temps. Ouais, tout à fait, je vais vous la rajouter avec justement les utilisateurs, qu'est-ce qu'on peut publier sur LinkedIn. Ouais, tout à fait. Je vais vous la rajouter.
Comment on peut lier intelligemment les comptes perso qu'on a et nos comptes professionnels? Lier intelligemment. Tac, tac, tac. Bah, déjà, si jamais vous, votre compte personnel est déjà, comment dire? Assez suivi, si vous avez pas mal d'abonnés déjà sur votre compte perso et que vous voulez l'utiliser effectivement comme tremplin vers votre marque, bah, je vous invite via ce compte déjà personnel à beaucoup parler de votre marque, taguer dans vos contenus, le compte de votre marque, hein, parce qu'il va falloir de toute façon à un moment, hein, si vous créez un compte propre à votre marque, heu, où là vous publierez, pas forcément votre vie perso, mais vraiment voilà, les actualités de votre marque et donc déjà, pourquoi pas mettre, bah, justement dans votre biographie directement un lien direct vers ce compte marque et voilà, profiter finalement de la visibilité que vous avez, sur votre compte perso pour parler de ce compte pro le plus possible pour que la transition soit assez facile, des voilà, de vos abonnés vers votre compte pro. Taguer en fait. Je pense très important, pourquoi pas, voilà, vous via votre compte perso, faire des posts, pour promouvoir, le compte pro, ouais. Via notamment le tag de compte. OK. Comment s'appellent les stories qui sont en plusieurs pages sur le même sujet? Alors, je pense que vous parlez sûrement des stories à la une. Donc effectivement, vous avez fait un lot de stories sur un sujet, vous voulez pas les perdre. Vous pouvez les afficher, à la une, ce qu'on appelle à la une. Donc en fait, elles vont être accessibles tout le temps. C'est ce que vous voyez là sur, Galeries Lafayette. Ici, vous avez différentes catégories, donc voilà, gourmet, Haussmann, Covid et quand vous cliquez là-dessus, c'est des stories à la une, elles sont épinglées, elles vont rester, pour toujours quoi. Voilà, ça s'appelle les stories à la une. Et c'est très facile au moment où vous publiez, vos stories et qu'elles vont disparaître, vous pouvez les sauvegarder et vous les ajouter à la une dans différentes, catégories. Vous pouvez créer facilement ces catégories, mettre les noms que vous voulez, changer les vignettes, mettre de la couleur, c'est complètement personnalisable. Et effectivement, ça vous permet de ne pas perdre ces stories. Mmh. OK, il y a une personne qui demande si sur Facebook, les abonnés qu'ils ont sur la page, professionnelle, ils ont accès du coup au compte perso de la personne ou? Non, pas du tout. OK, C'est ouais, vraiment vous en tant que perso, vous allez être administrateur, mais personne non, justement, c'est une page professionnelle, personne verra votre compte, perso, non. Non, non. OK. Est-ce que c'est toujours pertinent d'être dans des groupes, D'être dans des groupes. Oui, bah, bien sûr, après, oui, c'est un moyen comme un autre, complètement. Au contraire, ça fait office un peu de forum. Donc, oui, au contraire, si vous pouvez, dans ces groupes, justement, pousser votre page professionnelle et en parler, au contraire, hein, tous les moyens sont bons pour promouvoir votre marque. Mais du coup, bien les rediriger vers votre page professionnelle. OK. Est-ce qu'on peut adhérer à des groupes depuis une page, professionnelle? Oui, OK. tout à fait. Il y a une personne Hem, qui dit qu'elle a un problème parce que son nom perso apparaît dans les groupes. Elle voudrait changer, cette information. Son nom perso apparaît dans les groupes alors qu'elle a un compte, professionnel? Il me semble que ça doit être ça. Je pense Oui. que ça se trouve, en fait, elle est peut-être dans ce groupe avec son compte perso, donc le mieux, c'est de quitter peut-être ce groupe avec son perso et se reconnecter au groupe avec son pro. Je ne sais pas si ça répond à la question. Elle a dit qu'elle n'a pas réussi. OK, bah, là, enfin, là, pour le coup, du coup, j'ai pas la réponse tout de suite parce que, du coup, j'ai pas le problème en face des yeux, mais qu'elle hésite pas à regarder, sur internet si elle peut pas trouver, cette réponse. Mais en tout cas, je pense que elle va régler, son problème. OK, Je pense que et c'est quels pas sont c'est pas grave. les différents types de profils qu'on peut trouver sur, Instagram? Les types de profils. Type de profil. Alors, bah, sur Instagram, vous avez des gens comme vous et moi, avec leur compte perso, voilà, qui justement vont suivre, des marques, des influenceurs, des médias.
Il y a forcément des marques, hein. Là, il y a énormément de marques qui sont sur Instagram pour promouvoir leurs produits. Il y a des influenceurs aussi, hein. Ça peut être aussi un tremplin, hein. Vous me demandiez avant comment faire pour augmenter aussi votre nombre d'abonnés. Si vous avez un budget suffisamment conséquent, vous avez une pocket assez conséquente, vous pouvez faire appel à des influenceurs qui vont promouvoir vos produits. Voilà, il existe plein de sortes d'influenceurs différents et en fonction de leur nombre d'abonnés, on les appelle différemment, hein. Il y a des nanos-influenceurs, des micros-influenceurs, des macros-influenceurs ou des célébrités en fonction du nombre d'abonnés. Et vous pouvez forcément voilà, faire un partenariat rémunéré avec eux pour faire la promotion de vos produits. Ça, c'est complètement possible, ou d'un service d'ailleurs. Ça, c'est possible. Après, voilà, selon leur nombre d'abonnés, ils vont être plus ou moins chers. Voilà. Après, vous pouvez tout à fait, hein, également, c'est possible, envoyer, si vous voulez promouvoir vos produits, faire ce qu'on appelle un portage gratuit, tenter d'envoyer à cet influenceur vos produits pour qu'il fasse un contenu dessus. Ça, c'est possible. Voilà. Donc, il y a Ok. des influenceurs, il y a des marques, il y a des médias, il y a des gens comme vous et moi. Il y a plein de personnes différentes. Alors, on a pas mal de questions sur comment trouver des petits influenceurs, des micro-influenceurs. Est-ce qu'il y a des agences? Est-ce que c'est... Oui. Ouais, il y a plein d'agences qui sont spécialisées dans l'influence, bien sûr. Si voilà, vous voulez faire appel à de la nano-influence, donc c'est des personnes qui sont plutôt comme vous et moi, qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, hein. Finalement, les nano-influenceurs, leurs abonnés, c'est leurs amis. Mais du coup, la nano-influence, elle est très utilisée pour justement avoir du contenu plus authentique, en fait. C'est des personnes qui ont un pouvoir de prescription qui est plus grand parce que justement, ils poussent un produit à leurs amis. Donc forcément, on a plus confiance en eux. Et ça, du coup, c'est forcément moins cher. Il y a des agences comme Sampléo qui font ça. Voilà. Après, voilà, il y a des agences d'influence, il y en a plein, hein. Il en existe plein. Si vous tapez sur Internet agence d'influence, vous en trouverez un Reach, RPCA. Enfin, il y a plein de noms différents, mais il y a des agences qui sont spécialisées effectivement dans l'influence et qui pourront, avec le budget que vous avez, vous proposer un casting dédié. Avec le budget que vous avez et le produit que vous voulez pousser, voilà, et votre cible, eux, ils vont pouvoir vous proposer un casting dédié. Ça peut être intéressant. Ok, bon, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui vous remercient pour la présentation. Ils ont trouvé très, très intéressante. Ok, avec plaisir. Je vais peut-être remettre la vidéo, c'est un petit peu plus sympa. Hop. Alors, tac, tac, tac. Merci à vous. De toute façon, je vous envoie la présentation. Je me suis bien notée de rajouter une petite slide sur LinkedIn qui semble vous intéresser. Merci pour vos questions et n'hésitez pas, voilà, si vous voulez me rajouter sur LinkedIn, si vous avez une question spécifique, j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous et je vous envoie, voilà, je vous fais passer la présentation rapidement. Top. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.